Bienvenue à la table ronde sur les sols vivants. Donc on profite bien sûr de la venue d'Emmanuel qui a assuré pendant 2 jours une formation sur les sols vivants et l'aménagement paysager. Donc étaient présents des paysagistes concepteurs, des entrepreneurs et des pépiniéristes. Donc il y a eu beaucoup de débats. C'est un sujet qui nous a tous passionnés et qui va sûrement faire bouger les lignes. Bonsoir tout le monde, donc Emmanuel Morignon, moi je suis consultant indépendant, certaine expertise sur les sols, mais le sol dans un contexte assez global en tant que voilà, agronomique bien sûr. Et puis j'ai la chance dans mon métier de travailler en métropole beaucoup, mais un peu partout dans le monde aussi, ce qui me permet de, voilà, d'avoir une approche assez globale sur les sols et de bien contextualiser, je dirais, les différentes problématiques et les enjeux. Et voilà, donc j'essaie de. J'ai aussi une casquette un petit peu pédagogue, on va dire, où j'essaie de, voilà, de disséminer et une approche très aussi de terrain. C'est pratico-pratique. Il y a la dimension scientifique, bien sûr, super importante, mais c'est aussi bien de pouvoir transférer de la connaissance auprès de personnes qui, eux, sont tous les jours dans leur sol et de les aider à avoir des outils parfois un peu simples, mais pertinents de gestion des sols. Oui, bonjour à tous, moi c'est Laurent Delmont, donc je suis formé comme maître composteur, effectivement, je me suis formé en Belgique auprès du comité Jean Pain, et aujourd'hui je suis associé auprès des alchimistes pays et on essaie de proposer des solutions pour l'ensemble des producteurs de déchets organiques de l'île pour qu'ils puissent les valoriser, les composter pour un retour au sol en fait de cette matière organique. Alors, moi, je suis Romain Dambreville, gérant pour la SIC Permaculture Réunion. C'est à ce titre que je suis là ce soir. Je n'ai pas de formation spéciale dans ce domaine-là. J'ai une formation de permaculture qui a duré 15 jours. Pour dire que l'expertise, pour moi, elle fait un peu bizarre. Mais par contre, cette structure défend la permaculture en tant que cadre et comme outil pour accompagner la transition écologique à La Réunion. Bonjour à tous, désolé pour le retard, j'ai un petit problème sur la route. Je me présente, je m'appelle Thibaut Rochier, je travaille au Conservatoire botanique national de Mascarin et je suis responsable du pôle Fonge, plus ou moins plus précisément de l'émergence du pôle Fonge. Et donc, c'est pour ceux qui ne savent pas grand-chose, c'est les champignons. Et assez rapidement, pour revenir sur les choses qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire un peu le sol, enfin ce soir, c'est la participation avec une équipe du CIRAD à un projet qui s'appelle Tropisme et qui a pour, on va dire, ambition de réaliser une sorte de typologie un petit peu de l'état de santé des sols à La Réunion, selon différentes méthodologies. Voilà. Merci. Donc cette fois-ci, je vais laisser la parole pour de bon à Emmanuel, qui va pouvoir présenter son regard sur la question du sol. Merci Laurent. Ok, bon, pour un peu introduire cette table ronde, effectivement, sur l'aspect sol, alors, je pense qu'ici, on est déjà un public qui est bien sensibilisé. Le regard que moi, j'essaie d'avoir sur les sols, en tout cas, déjà, c'est d'accepter déjà le fait que le sol, au sens sol vivant, tel qu'on a la chance de pouvoir les cultiver, les gérer, je dirais la première chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui nous paraît comme minable, mais si on prend ne serait-ce qu'à l'échelle de la planète Terre, c'est quelque chose de très récent. Bon, ce que je dis souvent dans les formations, mais c'est le sol vivant tel que l'on connaît aujourd'hui. Sachez que ça fait à peine 500 millions d'années que ça existe. Alors 500 millions d'années, ça fait quand même beaucoup, mais sur une planète Terre qui est là depuis à peu près que, allez, 5 milliards d'années, finalement, le sol vivant, il a pu se produire qu'à partir du moment où la vie est sortie des océans. D'accord. Il a fallu que la vie commence à faire le cycle du carbone passe sur les terres émergées pour que le sol puisse apparaître. Et donc, quand on regarde ça de cette manière-là, on se dit, d'accord, donc le sol vivant qui est capable d'héberger les plantes, etc., il a un fond, il est relativement fragile. C'est pas quelque chose qui pourrait exister. S'il n'y a pas de vie, il sera pas, on va vite le perdre. Et l'autre chose qui est intéressante quand on regarde les sols, quand on essaie de comprendre d'où viennent les sols et comment fonctionnent les sols, on se rend compte que les sols sont très diversifiés, en diversité de sols sur la planète, et le climat, entre autres, a un rôle très important sur la formation des sols, ainsi que la géologie. À La Réunion, enfin, si on prend les tropiques et puis dans le cas de La Réunion, on est dans des cas un petit peu... il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des endroits où vous pouvez avoir des sols qui peuvent héberger la plus grosse quantité de biomasse à l'hectare que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des forêts tropicales
qui ont, si vous faites la biomasse de la forêt, tout ce qu'il y a dans le sol, vous avez des valeurs qui sont énormes. Et puis pourtant, quand vous faites un profil de sol dans ces espaces-là, vous vous rendez compte que la matière organique, elle est relativement superficielle dans ces sols-là. Elle n'est pas... Les sols volcaniques qui sont bien fournis en matière organique, mais par rapport à la débauche de vie de ces sols, il y a un peu ce paradoxe, et d'ailleurs c'est le drame aussi de ces milieux-là, c'est que quand l'humain commence à venir couper ces forêts, hein, à casser ces systèmes-là, ben on se rend compte que c'est des sols qui sont très fragiles et on peut employer plein de termes, mais qui se défont très vite. C'est-à-dire qu'on a vite des problèmes d'érosion, des problèmes de stabilité de sol, etc. Et cette sensibilité des sols est d'autant plus grande qu'on est en système tropical parce qu'il fait souvent chaud et humide. Et ça, c'est deux paramètres qui, quelque part, accélèrent la dégradation de la matière organique. On viendra sur l'aspect compost. Mais donc, c'est à la fois une force parce que ça permet encore des ordres de grandeur. Mais sachez que dans le contexte réunionnais, par exemple, vous avez des sols où vous pouvez, en 50 ans, fabriquer 1 centimètre de sol. Parce que vous êtes au tropique, parce qu'il fait chaud, humide, on a une roche volcanique qui peut se dégrader assez vite. Donc, on a des vitesses de fabrication de sol, on parle de pédogénèse, qui peuvent être extrêmement rapides. Donc, ça, c'est une opportunité. Si je prends versus, on va dire, la métropole, où là, vous avez des sols, pour faire 1 centimètre de sol, il faut 1000 ans, 1500 ans. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Donc, si on a ce regard-là, on se dit, bah, c'est super, les tropiques, c'est génial, les sols, la pédogénèse est rapide, les sols se fabriquent vite. Par contre, ça, c'est vrai tant que la vie est bien présente et que le milieu n'est pas trop perturbé. Par contre, dès qu'on perturbe, dès qu'on casse cet équilibre, alors là, à l'inverse des pays, des sols en métropole, la vitesse de dégradation et de perte du sol est sur des vitesses qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a en métropole ou en pays tempéré. Et quand on comprend ça, on comprend aussi pourquoi, on va dire, l'Europe, avec c'est notre histoire, c'est comme ça, mais avec le côté colonial, on a occupé la planète, on a essayé d'imposer notre modèle un peu partout dans le monde. Et quand on est arrivé dans les tropiques, les Européens sont arrivés avec une lecture du sol et une lecture des sols tempérés, dynamique de fonctionnement des sols tempérés. Travail du sol, un certain cycle de la matière organique, une certaine vitesse de pédogénèse. Et quand on a commencé à appliquer ce logiciel sur les sols tropicaux, eh ben, on s'est vite rendu compte, enfin, on a vite dégradé nos environnements, et rapidement. C'est-à-dire qu'on a je pense à La Réunion est un bon exemple, hein, on parlait 400 ans, peut-être 500 ans d'occupation humaine, si on prend vraiment les Européens, mais bon, en quelques siècles, on a fait qu'il y a des pans entiers de La Réunion, on a perdu, il n'y a plus la fertilité qu'il y avait de manière originelle, parce que on a déforesté, on a changé de biotope, on a fait que ces sols sont plus fragiles. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette lecture-là, parce que du coup, si on reste campé avec, je dirais, une approche, je vais appeler ça européenne, avec une lecture européenne du fonctionnement des sols, des interactions plantes, micro-organismes, champignons, etc., dans les sols européens versus les sols tropicaux, ben, en voulant bien faire, on va se mettre dans des impasses. Et on ne va pas forcément avancer aussi vite qu'on voudrait, et en voulant restaurer, parfois, je dirais que même on peut avoir des effets presque contre-productifs. Alors que si par contre on essaye de prendre une focale justement tropicale, de comprendre comment la matière organique a un cycle qui peut être beaucoup plus rapide dans le système tropical. Alors ici en plus il y a un cas très particulier qui est les sols volcaniques qui sont capables de séquestrer du carbone, surtout en altitude c'est des choses un peu complexes, mais qui sont encore une fois peuvent être vues comme une opportunité. Et après, il faut commencer à réfléchir à comment sur une île qui dit île, faut penser autonomie, il faut essayer de penser résilience de l'écosystème. Et c'est plus difficile d'obtenir ça sur une île que quand vous êtes sur on va dire, un continent ou un endroit où vous avez d'autres ressources externes qui peuvent venir. La Réunion, quelque chose d'intéressant sur les sols de la Réunion, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, sur les pH des sols, on voit qu'on a régulièrement des pH relativement acides. En tout cas, encore une fois, si je prends un prisme de lecture de la métropole ou du bassin méditerranéen, on a beaucoup de calcaire. La Réunion, de calcaire, à part les coraux, il n'y avait pas de calcaire. En agriculture, le calcaire a toujours été utilisé par les hommes quand on sédentarisait l'agriculture. Quand on était dans des régions avec des sols acides, on avait toujours
cette aide du calcaire pour essayer de contrôler l'acidification des sols et donc maintenir une certaine productivité. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais plus les pH sont acides, plus il y a certaines cultures qui vont avoir du mal à être productives. Et donc, il va falloir soit avoir plus d'engrais, enfin bon, c'est plus compliqué à gérer. Si on arrive à gérer les pH, super, on a le calcaire. À La Réunion, par exemple, pas de calcaire. Donc, soit il faut que je l'importe, et donc coût environnemental, etc. Donc, il faut qu'on essaie d'avoir plutôt une logique de comment est-ce que j'essaie dans la ressource sol volcanique, comment j'essaie de gérer les sols, d'avoir ce prisme de lecture-là, de comprendre comment je peux gérer les pH pour qu'ils ne deviennent pas trop acides et maintenir une certaine fertilité. Alors là, c'est pour le volet agricole. Si par contre, on met une casquette, on va dire, écologue, forêt primaire, essayer de préserver les forêts historiques de la Réunion, il ne faut pas que j'aille trop dans cette voie-là. Il y a l'aspect de pH et tout ça, ça m'intéresse aussi que ces sols gardent cette propriété-là, parce que c'est ce qui sélectionne une flore qui est endémique de la région. Et donc, ce qui est très intéressant sur un petit bout de terre comme ça, comme la Réunion, c'est il y a des logiciels, des angles de lecture qui vont être très différents sur les différents sols que l'on a. Et cette complexité, ben, elle est à la fois compliquée, ça ne facilite pas la tâche parce qu'il y a des vrais challenges, mais en même temps, si on met en place les bonnes pratiques, il y a vraiment aussi moyen de restaurer les sols rapidement. L'exemple que je donne aussi en formation, et puis après je passerai la parole, juste pour vous faire comprendre comment en système tropical volcanique comme ça, même si les sols sont fragiles, si on applique des pratiques agronomiques qui ne sont pas adaptées au milieu, donc on peut dégrader vite les sols, pour autant, le système peut se régénérer rapidement. L'exemple que je donne, c'est par exemple c'est l'île du Krakatoa en Indonésie. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça a été une éruption volcanique de dingue et qui a fait qu'il y a eu une partie de l'île qui a été finie dans l'océan et ce qui est resté immergé, ça a été stérilisé, complet, et ça a eu lieu fin 19e siècle. Donc c'est il n'y a pas très très longtemps de ça. Donc roche volcanique stérile, qui a servi d'ailleurs de laboratoire pour les scientifiques. Est-ce que aujourd'hui, vous allez sur l'île du Krakatoa, les endroits où on n'a pas foresté et fait de bêtises, je dirais, si on ne vous dit pas que ça a été stérilisé de manière naturelle par un phénomène de... Vous ne le devineriez pas, parce que vous allez rentrer dans de la forêt. Vous allez trouver des jeunes sols qui sont présents, mais vous avez déjà la vie qui est en train de refaire de la pédogénèse, qui est en train de refabriquer un sol. Si je transpose à l'exemple en, mettons, Santorin, en mer Méditerranée, il y a eu lieu il y a beaucoup plus longtemps, dans un climat où les hommes avaient déjà beaucoup déforesté, on avait déjà eu énormément d'érosion dès l'époque grecque et l'époque romaine, ben, c'est des îles qui restent caillouteuses. Elles ont perdu, je ne vais pas vous dire pour toujours, mais elles ont perdu pour très très longtemps leur terre fertile, parce que c'est 1 centimètre par 1000 ans, quand tout va bien, vous voyez. Alors qu'en système tropical, on a cette force de pouvoir refabriquer du sol vite si on fait les bons choix, la bonne gestion, etc. Donc, et là-dessus, un des leviers puissants qu'on a, c'est la matière organique. C'est comment on gère la matière organique, comment on la recycle, etc. Et là, je pense que je te laisse, tu as bien parlé, je pense que je peux te laisser parler de ça, puisque toi, tu contrôles là un petit peu. Hein. Oui, alors moi, avant de commencer, je voudrais juste te dire que effectivement, un petit peu comme toi, Romain, je ne me sens pas forcément très expert et il y a pas mal de gens dans l'Assemblée qui ont certainement fait des études scientifiques. Moi, je suis jardinier. J'ai suivi une formation de maître composteur en Belgique et à Bruxelles, en milieu urbain. Et on était parti simplement avec les autres amis de l'association sur un simple constat que dans les grandes villes, on va collecter les déchets et les envoyer à l'incinération bien souvent. Et donc, on se disait, mais c'est quand même une aberration de dépenser des millions d'euros pour collecter des déchets composés à 80% d'eau pour aller les brûler, en fait. C'était parti de ce simple constat je pense qu'on partage aujourd'hui. Et puis ensuite est venue la directive cadre européenne justement sur les déchets, où en fait le principe de tri et de valorisation des déchets organiques a été mis en place et planifié pour le 1er janvier 2024. Et il se trouve que moi, je suis rentré sur le territoire, enfin, né en 2020.
en me disant, bah, on va pouvoir, à La Réunion, essayer de mettre en place un système qui permet justement de collecter nos déchets alimentaires et les transformer en compost pour nos sols, sachant que j'avais été biberonné au livre de tes parents, justement, en fait, des années 2000, en fait, sur le constat global de la dégradation des sols au niveau mondial, et de se dire, bah, voilà, moi, je rentrais sur mon île et je savais qu'il n'y avait pas vraiment cette habitude et cette pratique du compost, en fait, de manière généralisée, mais pour tous les déchets alimentaires, parce qu'on a toujours composté un petit peu dans le fond du jardin, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se dire, mais comment on composte tous nos déchets alimentaires, le riz, le grain, la sauce curry, la tête de poisson, la viande, etc. Et c'est de se dire, bah, il y a des techniques qui existent, en fait, et l'enjeu, c'est justement, et c'est ce qu'on apprend dans la formation, c'est de bien broyer le tout, de le mélanger, ces déchets azotés, avec des déchets plus carbonés, en fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un des enjeux aussi où, en métropole, à Bruxelles, et notamment en Hexagone, en fait, bah, les collègues maîtres composteurs galèrent souvent à trouver du carbone. En fait. Et en arrivant à La Réunion, je savais que, bah, suite aux différents événements cycloniques et autres, c'est pas le carbone qui manque en général, c'est même un gros problème de gestion pour les collectivités. Et donc, bah, je me disais naïvement qu'on fait beaucoup de gaspillage d'un côté, on a énormément de carbone, on pourrait certainement développer en fait sur l'île en fait un écosystème d'une logistique où on va capter les déchets alimentaires, capter les déchets verts et en faire du compost. Aujourd'hui, en fait, on estime que le gisement un petit peu des déchets alimentaires, il est estimé à 90 000 tonnes sur le territoire et quasiment encore aujourd'hui en 2026, plus de 90% de ces 90 000 tonnes vont à l'enfouissement. Ça, c'est la réalité. Et donc, on n'a pas d'incinérateur, mais c'est encore pire parce qu'on produit du coup du méthane et cette matière organique, elle est coupée de tout cycle, en fait. C'est vraiment, en fait, comment on va justement s'inspirer du vivant. En fait, c'est aussi ça, c'est de se dire, on est sur une île très loin de la métropole. On doit trouver des solutions pour valoriser en fait ce déchet qui est en fait une ressource et comment on va mettre en place des solutions dont on n'est pas forcément dépendant aussi, de ne pas avoir forcément une approche technosolutionniste, de mettre des machines, d'être dépendant de l'électricité, d'être dépendant de solutions techniques qu'on ne maîtrise pas avec des pièces qui doivent venir de très loin, sachant qu'en soi, et c'est là aussi où parfois je me sens un peu usurpateur en fait de développer ce métier, mais c'est de réapprendre aux gens simplement à faire du compost et dans des bonnes conditions, sachant que quand je suis revenu, et encore aujourd'hui d'une certaine manière, en fait, on se rend compte que le compostage à La Réunion, eh bien, quand on en discute autour de nous, pour l'ensemble des déchets, c'est très vite en fait lié à des mauvaises odeurs, à des mouches, aux rats, et il y a tout un ensemble d'imaginaire en fait qui est pas très positif en fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment en plus le milieu tropical qui accélère tous les processus, où tout va beaucoup plus vite, hein, on a tous déjà vu un tank dans le fond de la cour ou un poulet, en fait, en moins d'une semaine, en fait, il reste que la carcasse. Ça va très très vite, et donc comment cette vitesse de dégradation de la matière naturelle, on la comprend et on va l'utiliser en fait pour valoriser au mieux les déchets qu'on va pouvoir réutiliser plus vite. Et c'est là où moi ça m'intéresse aussi d'avoir plus de connaissances justement parce qu'aujourd'hui on pratique du compostage avec différents professionnels, des collèges, des lycées, des hôtels en fait. Et l'enjeu c'est de se dire mais comment on va le réutiliser et nous, on utilise beaucoup de broyat bien souvent. Alors, est-ce que le substrat qu'on obtient, eh bien, est-ce qu'il est trop carboné? Est-ce qu'il va créer de la fin d'azote derrière? De quelle manière est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient, en surfaçage éventuellement? Quelle est la qualité aujourd'hui d'un compost issu de déchets alimentaires plutôt que de déchets verts uniquement? En fait, ça, c'est des enjeux où nous, on a des analyses et c'est vrai que on se rend compte qu'en milieu tropical aussi, on manque bien souvent un peu de littérature scientifique, de pratique, parce que, comme tu disais, en fait, tout nous vient souvent d'Europe, en fait, où l'ensemble de la microfaune n'est pas la même, et donc les mécanismes ne sont pas les mêmes, en fait.
Donc aujourd'hui, en tout cas, bah voilà, moi, si je peux partager cette expérience, c'est de se dire que, en tout cas, les solutions existent pour valoriser ces déchets alimentaires. On aurait des solutions, en fait, bah, pour pouvoir les composter idéalement sur place, parce que ça aussi, transporter des déchets organiques, bah, c'est volumineux et ça pèse très lourd. Et donc, en fait, la solution idéale est bien souvent de le composter au plus proche de là où il est produit. L'idéal, c'est de ne pas le produire, hein, on est bien d'accord. Et derrière, de se dire, mais comment on va pouvoir aussi utiliser bah, ce compost, en fait, en lien avec une forme de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, moi, je travaille aussi sur le pacte de trois bassins, le plan alimentaire territorial, et on voit bien qu'il y a des gros enjeux bah, de souveraineté alimentaire où on dépend à 77% d'importations alimentaires, mais ça veut dire aussi que ces 77% n'ont pas été produits sur l'île et que c'est un apport sur, j'ai envie de dire, l'écosystème île de matière organique. Donc, ça peut être un plus aussi pour l'île, mais une ressource à utiliser à bon escient et ne pas renvoyer sur l'enfouissement, en tout cas. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la qualité de la matière organique, comment elle se dégrade, etc. Ça, c'est et là, je ferai le lien avec toi, Romain. Ça, c'est aussi une des difficultés que l'on a. Enfin, je parlais par rapport aux données. C'est vrai que sur la Réunion, on l'a vu là sur les 2 jours de formation, en termes de données, analyse de sol, référentiel, etc. On n'a pas le référentiel dont on peut bénéficier à la métropole où il y a il y a eu des essais longue durée qui durent depuis 60 ans à Grignon, des choses comme ça, donc on a de la donnée on a accumulé de la donnée depuis très très longtemps. Ici, il y a des projets, voilà, c'est un projet comme Tropisme, c'est super de voir ça arriver, mais c'est des choses qui vont permettre d'amender cette base de données qui parfois nous fait défaut, et du coup, au niveau de la matière organique et de comment est-ce que je peux la réutiliser, quelle est sa finalité, tu poses la question sur la quantité de carbone versus l'azote qu'il y a dedans, sa valeur fertilisante. Là aussi, en système tropical, de toute façon, même une matière organique qui contient, on va dire, un taux de carbone à l'équivalent de ce qu'on aurait en métropole, il y a quand même un effet de minéralisation. Quand on parle de minéralisation, c'est la dégradation de la matière organique. L'exemple que je donne, c'est comme si quand une matière organique minéralise, c'est comme si elle brûlait. Pourquoi je dis pourquoi c'est comme si elle brûlait? C'est parce que le produit de la minéralisation, c'est un dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Donc, la minéralisation permet de rendre les éléments nutritifs disponibles pour les plantes. C'est super, ça nourrit mes plantes poussent. Par contre, cette matière organique que j'ai mis dans le sol, j'ai une partie qui repart sous forme de CO2 dans l'atmosphère. On pourrait dire, ah non, pour lutter contre le changement climatique, etc., c'est pas idéal. C'est pas idéal. Parce que c'est le phénomène de minéralisation. Mais heureusement, les matières organiques, elles font pas que se minéraliser. Il y a une grosse partie de la matière organique qui s'humifie. Et l'humification, elle, c'est du stockage de carbone dans le sol. D'accord? Parce que en agronomie, par exemple, on a eu tendance à plutôt se focaliser sur la minéralisation. C'est normal, on veut que la plante puisse se pousser. Mais heureusement que les sols ne font pas que minéraliser et que les sols ont plutôt tendance à humifier, donc à accroître le stock de carbone. Et du coup, la manière dont ça se fait, selon si on est sur les sols plutôt d'altitude, les endosols, les sols bruns, les sols de littoral, les dynamiques, elles vont être un peu différentes. Et à défaut d'avoir de la donnée factuelle, c'est là où c'est bien d'avoir des pratiques de terrain agricole, ce que tu vas avoir sur de la permaculture, des choses comme ça, où là, les gens, bah, ils mettent en pratique et ils voient ce qui se passe. Tu utilises la matière organique et tu te dis, bah, tiens, celle-là, elle est pratique, je vois que mes légumes poussent bien, je vois que mes plantes se développent bien. Il y en a certaines, l'aspect soif azotée. Sachez que la soif azotée, plus vous allez être sur des plantes qui sont gourmandes, qui ont des cycles de croissance très très rapides, des plantes annuelles, plus effectivement l'azote doit être disponible. Plus vous êtes sur des plantes ligneuses qui ont des cycles longs, soif azotée, avant de la voir venir, de la marge. Et donc là, je pense, Romain, toi, ta connaissance sur la permaculture, ce que tu mets en place, ça va être intéressant de rebondir là-dessus. Oui, oui. C'est très compliqué de parler après toi, mais voilà. Non, il y a plusieurs sujets qui me viennent en tête en fait en vous écoutant en parler. C'est que moi j'ai un parcours de chercheur avant d'arriver à la permaculture
Et ce que j'ai aimé dans la permaculture avant tout, c'était une approche systémique. Bon, moi, j'aime bien piocher un peu partout et essayer de mêler les éléments entre eux et de se dire, bon, a priori, le problème auquel on a à faire face, il est systémique. Probablement, la solution doit être systémique. En tout cas, c'est le pari posé par la permaculture, par les premiers permaculteurs, en fait, les fondateurs, Bill Mollison et David Holmgren. Et en fait, j'ai toujours été perdu entre cette histoire d'avoir des principes trop simples qu'on donne un peu partout. Typiquement, en permaculture, on va dire, oh, bah, dans tous les cas, mets de la matière organique, peu importe ce qui se passe sur ton sol, mets de la matière organique, couvre, euh, nourris le sol pour nourrir les plantes, etc. C'est des petites phrases qui marchent très bien et qu'on peut s'approprier très facilement. Et du coup, moi, ça m'allait bien et ça marche pendant un temps. Après, moi, ça me fait penser à l'effet Dunning-Kruger où, au début, quand on rentre dans un truc, on a l'impression de tout savoir. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours de permaculture et quelques recherches sur Internet, j'avais tout compris à l'agriculture bio, etc. Et puis, ben, plus je pousse et je reprends mes réflexes de chercheur et je vais fouiller un peu, lire des papiers, regarder des vidéos d'un certain monsieur Bourguignon, etc. Et puis je me dis, en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. En fait, il faut se renseigner sur tel paramètre et tel autre paramètre, et j'ai eu telle autre technique, etc. Et finalement, j'arrive sur un terrain et je me dis, je sais pas du tout quoi faire. Et finalement, je suis encore moins efficace que au départ. Mais c'est vrai, enfin, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui. Et finalement, ça reboucle un peu parce que là, en écoutant, je me dis, ben, c'était peut-être ça, quelque part, la, la beauté, la puissance de ce qu'ont fait les premiers permaculteurs, parce que c'était des chercheurs aussi, qui se sont enseignés, qui ont mixé des travaux de recherche avec des savoirs ancestraux, ils ont viré un peu des trucs, ils ont refait leur sauce, dans le but de produire un système durable, en tout cas d'aller vers un système durable. Et du coup, ils en ont sorti des choses qu'on peut essayer de s'approprier, qu'on peut essayer de comprendre à l'échelle personnelle, humaine, et à mettre en application avec une seule règle en premier. Et là, moi, c'est vrai que ce soir, moi, ça me fait remettre en mots d'autres choses. J'ai toujours dit que la permaculture, c'est une science de la conception. C'est vendu comme tel. Ça s'appelle, le livre s'appelle Design en permaculture. C'est une science de la conception de systèmes, alors pas que agricoles, de systèmes d'habitat pour les humains. Et en fin de compte, j'ai presque envie d'appeler ça une science de l'observation ce soir, parce que bah, ces principes-là fonctionnent, mais ne fonctionnent pas globalement. Ils fonctionnent en lien avec une observation fine de l'écosystème dans lequel on vit. C'est-à-dire que bah, le nourrir le sol, etc., il marche toujours que si tu observes ton sol, mais tu observes vraiment comment il réagit, comment tes plantes réagissent. Ça fait le lien avec les plantes bioindicatrices qui sont extrêmement, enfin, en tout cas, on a mis un gros focus dessus dans les formations en permaculture. Finalement, l'observation du sol en permaculture se fait presque plus par l'observation des plantes que par l'observation du sol en lui-même, puisque les analyses sont quand même pas simples à avoir pour tout le monde. Par contre, ce qui est visible, c'est qu'est-ce qui pousse sur mon terrain si je fais rien, qu'est-ce qui pousse si je fais telle pratique, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est pas bien pour moi, qu'est-ce que je peux reconnaître. Et donc, du coup, j'ai l'impression de recheminer vers une espèce d'équilibre où il faut garder des choses simples, mais les remettre en question avec des avis d'experts, comme on les a ce soir. Et du coup, moi, mes grandes questions, ça serait, voilà, quand on dit, mais, quel que soit votre sol, mettez de la matière organique, ça fera jamais de mal et ça vous aidera toujours. Est-ce que ça, on peut continuer à le dire et c'est toujours bien? Parce que on travaille beaucoup avec des jardiniers dans des jardins collectifs, je vois des représentants aussi de jardins collectifs, et en fait, on a quand même encore beaucoup les réflexes de ben, livrez-nous de la terre. Et personne ne demande du compost ou de la matière organique ou du paillage. Ils veulent de la terre parce que tous les ans, ils perdent de la terre sur leur parcelle. Par l'érosion, parce que quand on vient avec un autre regard, il y a de la perte par juste lessivage ou par des choses comme ça, par des effets de bordure. Et en fait, le réflexe simplement celui-là de penser à la matière organique, c'est pas quelque chose qui est acquis encore pour tout le monde. Enfin, quand on parle dans une salle comme celle-là, ça ne fait plus débat, mais c'est toujours pas acquis enfin, sur plein d'endroits. Et pour reparler de l'observation et du lien aussi avec le compost, là où il y a une approche intéressante, ou en tout cas, moi je pense qu'on a un rôle à jouer dans une approche globale et systémique, c'est que ben, oui, il faut collecter les déchets, oui, il faut faire du compost et de la matière organique. Après, il y a la question de la qualité du compost et il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait derrière. Parce que ben, il y a beaucoup de compost qui est finalement soit pas utilisé du tout, soit pas utilisé à bon escient ou dans les bons endroits. Et on a fait les tests avec, enfin, on parlait tout à l'heure d'un agriculteur que je connais, qui lui a comparé ben, le compost qui sort
des alchimistes, donc qui est fait selon un processus d'un maître composteur, etc. Et les composts qu'on peut trouver ailleurs, pas les nommer, mais il y a un vrai écart de performance agronomique sur ces composts-là. Et donc, quand nous, en tant que conseillers, on va voir, on va dire, bah, notez du compost, en fait, selon la qualité du compost qu'ils vont trouver, ils vont être plus ou moins convaincus de l'impact du compost sur un jardin. Et il y a tout un tas de trucs comme ça, ce qui m'amène sur le dernier point, c'est l'humain au milieu de tout ça, et c'est la première éthique de la permaculture de prendre soin de l'humain. Moi, je suis rentré par l'apport technique, je suis chercheur en informatique, traitement de signal, enfin bref, j'aime bien toucher les trucs où il y a des chiffres, où on peut jouer avec, et en fin de compte, il y a quand même pas mal de réponses là-dessus. Quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait à La Réunion à mon échelle, bah, finalement, j'apporte pas grand-chose après en amenant tout ça. Mais maintenant, en regardant pourquoi c'est pas mis en place, et ça l'est, des fois, hein, je ne dis pas que c'est jamais mis en place, mais il y a encore plein d'endroits où c'est qu'on a du mal à trouver les interlocuteurs ou à trouver comment on met en place, comment on le communique ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, notre travail, en tout cas, s'articule de plus en plus vers ça, sur alors, peut-être aller chercher moins technique, moins préconiser des analyses un peu partout, sauf dans des cas particuliers, et plus de trouver comment on va trouver le pont entre ce qui est idéal techniquement et ce qui est réalisable humainement là, autant T demain, tout de suite. Dans 100 ans, tout est faisable, tout est réalisable. Mais qu'est-ce qui est réalisable là maintenant pour que les gens, les propriétaires de terrain, les collectivités, enfin, je mets vraiment tous les types de systèmes là-dedans. Pour moi, il y a un gros enjeu qui est ici, et notamment bah, pour le sol. Je pense que personne n'a la connaissance technique que tu peux apporter ici ce soir. Même la mienne, enfin, elle est très lacunaire aussi. Hein. Oui, Enfin, je veux dire, quand tu dis, par exemple, il faut tout remettre en question, enfin, quand on travaille avec le vivant, quand on essaie de comprendre les dynamiques, tu parles sur les matières organiques et ça, j'ai le même constat que toi, c'est-à-dire plus tu creuses le sujet, plus tu as l'opportunité de voir les sols fonctionner dans différentes régions du monde, plus il y a beaucoup de certitudes que tu perds. Parce qu'en fait, il y a des choses, c'est tellement complexe, et ça va être très intéressant, surtout le projet Fonge, en fait, tout ce que toi tu fais, Thibaut, mais les interactions microbiennes dans le sol, plus on regarde ce sujet-là, plus j'ai envie de dire, il y a un champ des possibles quasiment infini. Je veux dire, il y a encore, moi, à l'époque où je faisais ma thèse, par exemple, les aspects euh, interaction champignons, arbres, transmission même d'informations ou de nutriments d'un arbre à un autre via les champignons, les réseaux trophiques. À l'époque, il y avait, on n'avait peut-être pas les outils pour étudier, mais c'était quelque chose qui avait même, on n'en parlait pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, on se rend mais maintenant, on se rend compte qu'il y a même parfois des transferts d'informations génétiques. Et en fait, le truc, je vais dire, c'est presque abyssal, tellement tout ça, c'est complexe. Et à notre petit niveau humain, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une approche suffisamment un peu avec de l'humilité pour créer les conditions qui font qu'on ne perturbe pas, on ne détruit pas tout, mais qu'on essaie d'avoir les briques en place fondamentales pour qu'on donne une chance à la nature parce que là où je te rejoins aussi, c'est que si on donne 100 ans à la nature, voire parfois pas autant que ça, mais qu'on arrête nos activités, la nature se débrouille très bien sans nous. Hein. Dès qu'on arrête de l'embêter, les équilibres reviennent. Je veux dire, voilà, le problème, c'est parce que nos activités, le fait de pouvoir se nourrir sur un territoire limité, avec une ressource sol limitée, tout ce qu'on fait, de toute façon, sera toujours extra-naturel. Donc, on créera toujours des déséquilibres, et ça, faut l'accepter. Mais du coup, avoir cette approche, effectivement, de terrain qui permet de voir, tiens, j'ai mis ça en place, ça marche. Donc, je vais peut-être essayer de continuer dans cette direction. Tiens, ça n'a pas marché. Alors, par rapport au compost, le bon, la qualité, là où ça n'a pas marché, où on utilisait les performances agronomiques sont moins bonnes, il faut voir, c'est pas forcément que le compost n'est pas bon. C'est juste que pour ce que je veux faire, là, il n'est pas adapté. Et que peut-être que ce compost-là, tu le testes sur des plantations de plantes indigènes, voilà, d'espèces endémiques de l'île, ça va super bien fonctionner. Et donc, du coup, aussi de parfois sortir un peu de nos jugements mais de valeur, tu vois, les jugements de valeur sur ça marche pas. Oui, ça marche pas pour ça, mais peut-être que par contre, ça c'est super intéressant pour un autre cas de figure. Et là, pour
pour avancer là-dedans, c'est là où effectivement, malgré tout, tout ce qui est connaissance scientifique, tout ce qui permet d'accumuler la connaissance sur les interactions plantes, micro-organismes et tout ça va être super pertinent. Parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi le compost, celui-là, a moins bien marché que celui-là. Et où je pense qu'on a des démarches qui sont réellement vertueuses, quoi. C'est vraiment de faire les choses bien. On laisse la parole à Thibaut. Ouais, c'est très compliqué de passer après cette fois. Je ne me cache pas, parce que je ne suis pas expert au sol, tout simplement. Il y a plein de choses qui m'ont fait réagir et sur lesquelles j'aimerais rebondir. Bon, je les ai notées, ce sera sûrement dans le désordre. Mais pour ce qui est un peu de la connaissance des sols, il y a peut-être quelques éléments sur lesquels on peut déjà s'appuyer à La Réunion, même si on ne connaît pas grand-chose. C'est les travaux d'un certain monsieur Segui, Oui, Lucien. qui a fait un très grand travail, notamment sur ces aspects, comment travailler en sol vivant, sous couvert ou autre, et qui, je pense, mériterait peut-être un petit coup d'œil. C'est un camarade à moi qui m'en a parlé il y a très peu de temps. Moi, je n'avais pas connaissance de cette personne. Il a été très discret et assez peu mis en avant à La Réunion, mais pourtant, il a fait un grand travail. Et je crois que ses écrits et ses travaux sont disponibles gratuitement. Vous pouvez aller les chercher. Un autre personnage qui a travaillé sur les sols, mais cette fois-ci plus sur la partie euh, appréhension des sols sous l'angle de l'agronomie, on va dire un peu traditionnelle, conventionnelle, c'est les travaux de M. Ronet. Je crois que c'était pour le compte du BRGM, qui a fait une cartographie des sols, mais plutôt sous un angle agronomique. Et donc, il a fait une caractérisation dire, matière organique et minéralogique des sols en vue d'une potentielle exploitation euh, en agriculture, et qui lui donne, on va dire, je crois qu'il a même produit une carte des sols, et donc c'est aussi un élément qui peut nous servir. Euh, J'en viens doucement au petit projet tropisme dont on a parlé là tout récemment et rapidement. C'est un petit projet, enfin c'est un petit projet, c'est un vaste projet, mais en gros c'est une petite pierre à l'édifice dans le sens où c'est une centaine de prélèvements, plusieurs centaines de prélèvements qui ont été réalisés à l'échelle du territoire par des équipes. Les prélèvements ont été réalisés dans trois ou quatre grands types des milieux naturels, donc plutôt des sols peu perturbés, des milieux anthropisés, des milieux agricoles, et puis je crois qu'il devait y avoir quelques jardins, des jardins à pratiques plus ou moins vertueuses. Le but de ces prélèvements-là était de réaliser dessus quelque chose d'assez classique et traditionnel, comme ça se pratique en métropole, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord la définition, la caractérisation du sol de manière physico-chimique, mais aussi d'aller explorer un petit peu la partie vivante des sols, partie bactérienne d'un côté et partie fongique de l'autre, sous plusieurs approches et en essayant de voir un peu si les rapports fonges-bactéries pouvaient varier d'un sol à l'autre, puisqu'on sait que ça peut avoir des impacts en termes de fonctionnement, et notamment en termes d'interaction physico-chimique ou bio-physico-chimique, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est en cours, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de résultats, mais les résultats devraient arriver prochainement. Ça me fait maintenant venir sur quelques petits points, notamment le fait que, comme je le disais, un peu au travers de tout ce qu'ont présenté déjà des précédentes personnes, on ne connaît pas grand-chose parce que c'est quand même un compartiment qui est très difficile à appréhender, parce qu'on ne voit pas à travers, parce qu'on ne peut pas se mettre sous le sol et le regarder fonctionner comme on peut le faire dans une forêt. Et donc, comme le disait Romain, quelque part, les seuls éléments qu'on peut avoir, c'est des éléments qu'on peut obtenir par voie, par des principes un peu destructeurs. L'approche physico-chimique, c'est on prélève, on broie, on dissout, on met dans une machine, et en fait, on a juste la composante physico-chimique, mais on a perdu toute l'essence même de ce qui fait que le sol fonctionnait. Donc, c'est là où on a perdu tous les éléments. De la même manière, c'est très compliqué d'appréhender les insectes, les bactéries et la fonge qui se développe à l'intérieur. Petit rappel pour la fonge, si jamais il y en a qui en auraient besoin, mais les champignons, c'est pas forcément les choses qu'on voit au-dessus, mais c'est tout le réseau mycélien qui est dans le sol et qu'on ne voit pas parce qu'il est trop petit. Malgré tout, il joue un rôle assez important.
Je ferme la parenthèse. Donc, c'est un compartiment qu'on ne voit pas. Et donc, on peut très, très, très difficilement appréhender. Et donc, la manière qu'on a de l'appréhender et de savoir s'il est de manière un peu, on va dire, sensible, indiquer si on pense qu'il est en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est de voir un peu ce qui pousse dessus ou ce qui vit dedans, à la surface, on va dire. Et donc, en gros, c'est ce que disait Romain, c'est que la végétation et on va dire les animaux sont les meilleurs intégrateurs de ce qui se passe en dessous. Si en gros le sol est en bonne santé, globalement, au-dessus, on devrait avoir des plantes en bonne santé aussi, et de la vie un petit peu foisonnante dans tous les sens. Un autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'est sur la notion de compost que tu évoquais aussi. Euh, on pense souvent que le compost est une source de fertilité, c'est bien vrai. En revanche, bah, selon l'approche qu'on va avoir, si c'est une approche agronomique ou panier conservatoire, le compost sera plus ou moins un ami ou un ennemi. Parce qu'on a des écosystèmes à La Réunion qui sont, on va dire, affins à des conditions particulièrement difficiles. Et si par, comment dire, esprit de bienveillance, on souhaite apporter à nos petits pieds de bois, par exemple, des monceaux de compost pour les aider à pousser, c'est possible que ça les mette éventuellement un peu en difficulté, voire que ça favorise ceux qui leur font concurrence. Donc le compost, ce sont des pratiques qui sont, à mon avis, euh, intéressantes, mais à utiliser de manière mesurée en fonction de ce qu'on souhaite faire venir. Et encore un autre élément sur lequel je voulais rebondir et proposer de réfléchir, c'est le fait qu'à La Réunion, donc on n'avait aucune connaissance de ce qui pouvaient être les sols par le passé. Les premiers écrits disent que c'était un petit paradis. Et la maxime de La Réunion, c'est Florebo, Cocumco et Ferrar. Partout où je serai planté, je pousserai. C'est que le sol est effectivement très très fertile. On a perdu beaucoup. Mais dans le même temps, on a fait venir aussi énormément de plantes de l'extérieur. Et parmi ce cortège de plantes, on a ce qu'on appelle des transformeurs, qui sont des plantes qui vont en gros impacter et transformer la structure et la chimie du sol, et qui vont le métamorphoser totalement, à tel point que le retour d'une végétation indigène ne pourrait presque pas se faire de manière naturellement. C'est-à-dire qu'on est face là à d'autres challenges, qui sont des challenges, entre guillemets, de comprendre quelle a été la perturbation, et éventuellement ensuite de proposer une approche qui nous permettrait ensuite de reprendre pas à pas le chemin d'un retour à une certaine fertilité, voire à un certain fonctionnement. C'est à peu près tous les éléments de réflexion que j'avais pour le moment à à vous partager. Et j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme juste après. C'est qu'en termes de fonctionnement et plutôt des compartiments de la petite vie du sol, moi j'ai beaucoup de questions parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Au niveau bactérien, on connaît très très peu de choses, et au niveau fongique, c'est également un peu, on va dire, le néant vertigineux. Et malgré tout, on sait que ce sont des éléments qui sont particulièrement importants dans la bonne gestion et dans le bon fonctionnement des sols. Donc, l'équation est la suivante. Quand on ne sait pas ce qu'il y a dessous, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, comment on détermine les pratiques qui sont les pratiques les plus pertinentes pour faire revivre un sol, ben, je pense que la clé est dans l'observation. Ensuite, l'expérimentation, douce, si c'est possible. Et ensuite, ben, je pense qu'en mélangeant chacun les pratiques et les réussites et les échecs de chacun, puisque dans l'échec, il y a une leçon, c'est comme ça que quelque part, on arrivera à appréhender un petit peu mieux ce compartiment opaque. Mais moi, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Voilà, Ça tombe bien. Ça va faire la transition. Alors, je te redonne la parole, peut-être Emmanuel, pour. Si la seule chose sur le terme compost, c'est un terme. Quand tu dis par exemple les composts, effectivement, un compost, à mon avis, qui contient de l'azote est facilement disponible. Énormément il y a beaucoup de plantes endémiques, elles ne pousseront pas parce qu'elles ne vont pas être compétitives, elles vont se faire dépasser par les envahissants parce que l'azote est trop disponible. Après, sous le terme compost, c'est un terme assez générique dans lequel l'idée, c'est je prends une matière organique fraîche,
plus ou moins riche en carbone, en azote, et je la laisse avoir une transformation biologique pour après l'utiliser et la porter sur un sol. D'une certaine manière, une matière organique alors il y a une dimension éventuellement de chauffe, d'accélération du phénomène, mais si par exemple on fait un compost avec beaucoup de carbone, pas beaucoup d'azote, quelque chose donc, qui n'est pas trop fertile, du azote NPK, azote phosphore potasse, sur des plantes endémiques, je pense ça peut être une ressource pour les aider à démarrer. Mais et autrement, bien sûr, la vie du sol, plus on découvre, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Donc on a beaucoup à apprendre. Et ce qui est, moi, j'adore dans ce métier-là, c'est clairement de pouvoir après observer, travailler avec le client. Moi, dans mon travail, je passe beaucoup de temps sur le terrain et justement pour essayer d'avoir cette clé de lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, c'est tellement complexe que c'est illusoire de se dire qu'on maîtrisera tout, qu'on comprendra tout. Par contre, passer du temps sur le terrain, essayer de voir, tiens, comparer un sol cultivé par rapport au même sol juste à côté, mais dans lequel j'ai la forêt qui pousse, j'ai une flore, on va dire, indigène qui se développe, c'est quoi les différences de fonctionnement entre ces deux sols qui sont à l'origine les mêmes, mais j'ai pas les mêmes plantes, donc j'ai des dynamiques différentes qui se mettent en place. Ben ça, sur le terrain, enfin, il faut faire du terrain pour pouvoir le voir et le percevoir et le sentir. Et du coup, s'inspirer de travaux qui ont été faits alors, sur d'autres îles volcaniques ou des choses qui ont été faites ailleurs dans le monde. Tu parlais de Lucien Seguim. Lucien, je l'ai rencontré au Brésil. Je connais bien ses travaux. Voilà, ça, c'est des gens de terrain qui ont fait de l'expérimentation, qui ont fait des réussites, des échecs, qui ont testé plein de trucs et qui, du coup, font. Enfin, moi, je suis un Lucien avec les agriculteurs. Je pense aux agriculteurs brésiliens, il leur proposait aussi des solutions qui étaient vraiment issues de tests de terrain, de choses très pratico-pratiques. Et derrière, il n'y avait pas forcément tous les éléments scientifiques, mais par contre, ça marchait bien et ça donnait des vraies solutions pratico-pratiques pour les gens. Et donc, je trouve que cette approche terrain, en tout cas dans le cadre du sol, on peut la dupliquer ailleurs, mais dans le cadre du sol, elle est particulièrement pertinente. Pas s'en défaire. Ok. Et merci. Eh ben, merci à tous pour cette pour cet échange et ce que vous avez déjà pu exprimer. Je vous propose maintenant qu'on passe à un débat avec la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intéressés par le sujet. Il y a des interrogations qui ont déjà été posées par certains d'entre vous. Lorsqu'une espèce arrive, bon, on va prendre le cas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme cas je ne sais pas si vous l'aurez, en côte ouest, ce qu'on appelle le Sénat, le Cocéphala, le kéké ou l'épinard. Voilà. C'est une espèce que l'on connaît, comme étant une espèce particulièrement déshydratante des sols, et donc qui a plusieurs particularités. Elle va déshydrater complètement les sols, donc elle va faire fuir une partie de ce qui vit dedans. Elle va ensuite, comment dire, expulser le petit peu d'indigène un petit peu fragile, et ensuite elle va produire une litière qui se dégrade très peu, étant donné qu'il n'y a plus personne pour la dégrader. Et puis ensuite, elle va faire des banques de semences qui sont durables 99 ans. Quand on est à peu près sur ces niveaux-là, on considère que c'est très compliqué de reprendre dessus. C'est pas impossible, mais naturellement, c'est compliqué. Et une autre espèce que je pourrais citer, par exemple, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus qui, dans ces conditions australiennes, fonctionne très bien, même si à l'époque, avant l'arrivée de l'homme en Australie, il n'était probablement pas aussi important. Et il n'était peut-être pas, on va dire, un emblème comme c'est devenu. Mais force est de constater que c'est une pompe à eau et que globalement, là où il est planté, les sols sont profondément déshydratés. Et c'est en ce sens-là que je parle de transformeurs, c'est qu'ils vont complètement modifier. Ils ne s'installent pas simplement, poussent tranquillement aux côtés des espèces qui étaient présentes. Il va changer l'ambiance et le contexte. Et de ce fait, interdire le retour potentiellement d'autres espèces. J'ai pas du tout d'éléments à ce stade-là, sachant que je suis pas le responsable du projet actuellement et je participe de manière un peu périphérique.
Louis Brunel et, Anaïs Annie, qui travaillent principalement sur ce projet-là. Il y a une question à laquelle moi, j'ai pas encore vraiment de réponse. Enfin, si, c'est pas que j'ai pas de réponse, mais c'est plutôt que j'avais cru comprendre que dans les milieux tropicaux, il y avait beaucoup moins de champignons et beaucoup plus de bactéries. Et que les bactéries étaient un peu plus, on va dire, au travail du fonctionnement et de la transformation des matières organiques pour faire fonctionner le système. Et en fait, depuis que je suis avec plaisir, on va dire, à la tâche des champignons, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il en est des bactéries, mais je sais qu'il y a beaucoup de champignons. Et pour avoir fait une formation sur les champignons, un ordre d'idée, c'est que pour une plante sur un territoire tempéré, on peut imaginer qu'il y a environ entre 3 et 5 champignons dans la diversité fongique. Sous les tropiques, c'est entre 5 et 8. Donc ça veut dire qu'il y a un vaste, déjà un vaste cortège de champignons potentiels. Il y a juste un élément, donc j'ai pas de réponse à te donner, hein, mais il y a un autre élément de réflexion qui me paraît intéressant, c'est que ça dépend aussi de la qualité. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que la proportion entre bactéries et champignons t'informera pas forcément enfin, nous donnera pas forcément la clé si on ne sait pas de quelle bactérie on parle et si on ne sait pas de quel champignon on parle. Parce qu'on peut avoir des champignons qui sont des champignons plutôt, il y en a plusieurs qualités, hein. Les saprophytes qui débradent la matière organique, les symbiotiques qui font c'est-à-dire du deal avec les espèces végétales, et puis les parasites. Chez les bactéries, il y a probablement aussi un peu des classes comme ça. On peut rajouter là ce que tu dis, Thibaut. Moi, ça me surprend pas du tout. Je serais même plutôt surpris que les résultats donnent des bactéries plus abondantes en système tropical que en système tempéré. La raison de ça, c'est que quand on regarde les systèmes tropicaux qui sont, dès qu'il y a il y a suffisamment d'eau, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 650, 800 mm d'eau, on se rend compte que le système qui est équilibré, c'est des systèmes forestiers. Alors, on voit que c'est, alors après, avec des essences plus ou moins, mais globalement, c'est des arbres qui se mettent en place. Or, quand les arbres commencent à être dominants dans le milieu, une grosse partie de la matière organique qu'ils fabriquent, il y a quand même beaucoup de lignine qui est apportée dans le système. Or, la lignine, les bactéries, quand vous les mettez face à de la lignine, bah, il y en a quelques-unes qui arrivent, mais bon, ils ne sont pas super performantes. D'accord. Donc, or, les champignons, dans les saprophytes, bon, là, il y a plein d'espèces, pour eux, c'est là où ils sont performants. Et donc, par contre, je pense que la réflexion sur les bactéries abondantes en système tropical, je pense qu'elle vient aussi du fait que, par contre, quand on a commencé à appliquer en agriculture une logique de fertilisation, on veut produire, etc., dans un milieu chaud et humide, on a créé des conditions où là, les bactéries sont devenues puissantes parce qu'on a, entre guillemets, sorti la ligne du système, on n'est qu'avec des plantes annuelles, des herbacées, et donc du coup, on se dit, bah oui, alors les bactéries, elles bossent plein pot. Mais pour moi, alors même si on n'a pas les ratios, si on n'a pas les données, mais j'aurais tendance à dire, et parler pendant les 2 jours de formation, pour moi, le champignon en milieu tropical, c'est un allié indispensable. Parce que c'est quand même lui, pas les champignons, je ne sais pas, ils sont nombreux, mais le règne des champignons, c'est quand même chez eux. On va avoir les alliés puissants. Il y a certes des parasites, mais finalement, les parasites ou les pathogènes, ils sont minoritaires à l'échelle de tous les champignons qu'on trouve dans les sols. La majorité des champignons sont soit symbiotiques ou saprophytes, mais ils ont un rôle positif. Et donc, il faut vraiment les avoir comme alliés et essayer de créer les conditions pour qu'ils puissent travailler, parce que je pense vraiment qu'ils sont des alliés puissants pour on parle de, si on veut essayer de restaurer les teneurs en matière organique. Alors, après, les teneurs en matière organique, attention, tous les sols ne fonctionnent pas avec les mêmes teneurs en matière organique. Là, il y a un peu de travail à faire. C'est ce que, là, je fais bien avec ce que tu as dit tout à l'heure, Romain, c'est que tous les sols, leur optimum de fonctionnement, ce n'est pas forcément avec 6% de matière organique. Il y a des sols, naturellement, c'est à 3 leur optimum. Là, ça va peut-être être 10. Bon, ça, faut connaître. Mais du coup, ouais, moi, les champignons, j'aurais tendance à dire, alliés, moi, j'attends. Hâte de voir les résultats. Parce que ça va être passionnant comme données, quoi, de pouvoir faire ces recherches et qu'on continue à avoir de l'info
bon, là encore, on peut avoir aussi un défaut de lecture qui est un logiciel un peu européen, métropolitain, si je puis dire. Effectivement, en milieu tropical, il y avait Lavelle qui a fait de travaux là-dessus. Qui ça? Lavelle, Patrick Lavelle. Sur justement en système tropical, comment effectivement les termites et les fourmis qui sont dans ces insectes-là, vous avez beaucoup d'espèces dont le job, en fait, ils cultivent des champignons. Hein, pour faire ça, ils cultivent du champignon dans leur termitière ou dans leur... Et donc, ce faisant, en fait, ils sont à la fois des vecteurs, des disséminateurs de champignons dans le milieu, et un peu à l'instar des vers de terre, dans leur manière de fabriquer leur termitière ou explorer le milieu, ils vont effectivement ingérer de la terre, fabriquer des boulettes, etc. Et quand on regarde les déjections de termites ou les déjections, donc la termite, elle ne se nourrit pas de la terre, on est d'accord, elle se nourrit des champignons qu'elle consomme. En mangeant les champignons, dans son intestin, elle va en fait fabriquer ce qu'on pourrait appeler des précurseurs du muscle. Hein, et elles sont toujours en train de bouger de la terre, de mastiquer de la terre, d'accord? Donc elles font aussi des déjections qui contiennent de la terre. Et du coup, quand on regarde les déjections au microscope, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'analogies avec le turricule de vers de terre. Et que donc, de ce point de vue-là, on voit dans des modèles tropicaux, pareil avec les fourmis, où en fait, le sol, il est plus constitué de déjections de termites ou de fourmis que de vers de terre. Hein, les vers de terre ne sont pas des vers de terre partout sur la planète, ils ne sont pas présents dans tous les sols. Voilà. Donc, effectivement, moi, je l'ai abordé, et tout à fait, ces animaux-là ont un rôle très important en système tropical, en complément des vers de terre. Il y a peut-être euh, un élément pour rebondir là-dessus qui me fait, enfin, ça me fait réfléchir, c'est que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous courent les bois, un petit peu en forêt, euh, mais quand on est dans une forêt, on va dire, un petit peu naturelle, et qu'on essaie de creuser dans le sol, bah, juste on y arrive assez peu. Parce qu'il y a énormément de racines, il y a très peu de sol en fait. Et en fait, les endroits où on se retrouve avec des sols qui sont plus profonds, bah, en gros, c'est un peu les piémonts de l'île. C'est toutes les parties basses où petit à petit, les sédiments par érosion se sont déposés et qui nous donnent aujourd'hui, bah, en gros, l'endroit où il y a de la canne et puis de l'installation de productions agricoles. Euh, mais tout ça pour dire que bah, il y a probablement un compartiment de l'île qui est peut-être plus favorable au ver de terre qu'un autre, parce que les endroits où on a des sols forestiers euh, très entremêlés avec on va dire un turnover, une consommation, une remise à disposition de la matière organique ultra rapide, sont au final des sols qui sont probablement pas trop éloignés de la roche-mère et qui, en gros, sont constitués d'endroits où les vers de terre n'ont pas forcément place à jouer, quoi. Et là, c'est peut-être plutôt bactéries, champignons qui font le job et fourmis, et termites, pourquoi pas. Mais les vers de terre, on les aurait peut-être peut-être plutôt aller chercher en partie basse, en partie basse de l'île. Et alors, les vers de terre, est-ce qu'ils étaient présents avant l'arrivée de l'homme? Ça, c'est ma grande question. Parce que, il y a débat. Il y a des débats, c'est pas... Je sais qu'ils sont extrêmement utiles en métropole, mais ici, Alors, oui, oui. Après, il y en a quelques, vous en avez un petit peu. ah, il y en a, il y en Il y en a. a. Ah, tu le regardes pas du coup. Ah ouais, ouais. Mais les endémiques. Comme s'il en Grande dit question. sur les vers de terre. Ça, c'est le gros problème des naturistes quand ils sont arrivés sur l'île de la Réunion, ils ont regardé que les plants. Et les oiseaux pour les manger. Mais ils ont très peu fait les insectes, peu les champignons, peu les Les vers de lombriques. terre, oui, on n'a pas Il y a un la... article qui a la liste à la Réunion il y a quelques années. Je ne suis pas sûr qu'il vous Ouais, j'ai vu passer un article scientifique qui n'était pas que sur la Réunion. Il y avait, c'est peut-être le même, sur plusieurs sites, là, sur le CERF. Il y avait autour, je crois, il mentionnait 8 espèces à la Réunion, 2 espèces qui semblent être des importations européennes, vraiment, qui vivent plutôt sur les hauteurs, et des choses comme ça. Après, le ver de terre, il y a à la fois, c'est au tropique qu'on trouve les plus gros vers de terre de la planète. C'est vraiment des monstres, hein, dans certaines régions tropicales, mais c'est pas vraiment sur des sols volcaniques. C'est pas vraiment dans les systèmes volcaniques tropicaux. C'est plutôt dans des sols très anciens, très riches en kaolinite, assez profonds. Et effectivement, dans ces sols-là, on a en Afrique centrale, équatoriale, sur différentes parties de l'Afrique, au Brésil,
on trouve des espèces de vers de terre, des bestioles qui font plusieurs mètres de long, des grosses bestioles. Voilà. C'est des cas un peu particuliers. On les trouve aussi dans des zones, dans certains deltas, dans le delta du Gange, une espèce énorme. Voilà. Mais c'est pas, là encore, je pense, j'en reviens à parfois à ce défaut de lecture où ce logiciel un peu trop métropolitain, un peu trop français, hein, où le ver de terre, bien sûr, mais à l'échelle mondiale, il y a des écosystèmes, des sols qui fonctionnent sans ver de terre. Et c'est leur façon de fonctionner. Ce qui était peut-être pas clair sur fourmis et les termites, pardon, c'est que pour cultiver leurs champignons, elles vont prélever du bois, des morceaux de feuilles, elles vont aller chercher de la matière organique qu'elles ramènent à l'intérieur de leur nid, leur termitière, et elles mettent ça dans des chambres spécifiques où là, le champignon pousse sur cette matière organique, donc les champignons attaquent la lignine, parce que la termite ou la fourmi ne va pas pouvoir la digérer. Et une fois que le champignon aura fait le travail de digestion, bah, elle vient manger le champignon. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, ils sont intéressants parce qu'encore une fois, il y a une analogie avec le ver de terre qui, lui, sort de sa galerie, de son terrier, va chercher de la matière organique, la gère, la mélange avec le sol via ses déjections. Bah, là, c'est un peu pareil. Elles vont chercher la matière organique qui est tombée au sol, elles la rentrent dans le sol à l'intérieur de leur termite ou de leur termitière ou de leur nid. Et donc, du coup, on intègre la matière organique dans les sols. Je peux sans être spécialiste, en fait, et pour répondre en partie à ta dernière question, de savoir comment est-ce qu'on doit faire, en fait, quand on ne connaît pas le sol, sans répondre directement, mais de manière indirecte, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce dont on se rend compte d'une certaine manière, c'est que en pratiquant, en tout cas, les techniques agricoles avec des intrants minéraux de synthèse, etc., on arrive à une certaine fin, en fait, d'un système parce qu'effectivement, bah, on se rend bien compte que ça diminue la matière organique, on n'a plus de vie dans les sols. Et voilà, moi, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on doit trouver des alternatives. Et l'enjeu, et c'est ce qui est un peu au cœur du projet aujourd'hui, c'est de dire comment on observe la nature et la vie du sol pour finalement faire comme elle le fait depuis des millions d'années et essayer de comprendre tant qu'on peut, en fait. Et en tout cas, c'est ça, c'est d'avoir ces pratiques de solutions fondées sur la nature, en fait, d'imiter la nature, d'être sur du low-tech, de ne pas imaginer qu'on puisse transformer des choses et avoir une posture d'humilité. C'est un peu... Pour répondre à votre question sur un peu la dynamique de temps, hein, alors c'est toujours délicat parce que ça dépend, ça va dépendre, il y a beaucoup de paramètres qui vont être... Mais si je pouvais prendre un peu une analogie avec ce que j'avais fait à la Martinique sur de la canne à sucre donc Martinique, on a aussi c'est plutôt des sols volcaniques, hein, alors c'est une différence avec la Réunion, mais il y a aussi pas mal d'analogies. Ce qui était intéressant, c'est que la personne voulait essayer de changer. Alors bon, c'était pour toujours faire de la canne à sucre, mais son idée, c'était quand même d'essayer de sortir de ce modèle intrant, etc., où on voyait bien qu'en termes de qualité de sol, on arrivait un peu à la fin du système. Et comment est-ce que j'essaye de passer, on va dire, en bio, matière organique, et essayer continuer à produire de la canne à sucre, mais avec une aggradation des sols, etc., et à quelle vitesse, en combien de temps il pouvait mettre ça en place. Et ce qui était intéressant, je dirais, dans l'approche, en allant étudier les sols, en regardant dans quel état ils étaient, etc., c'est qu'en fait, dans le système tropical, dès qu'on commence à avoir des bonnes qualités de matière organique, je veux dire, bonne qualité dans le sens pour ce qu'on veut faire, hein, qui sont adaptés à, donc là, on parle de culture vivrière, d'autonomie alimentaire, donc des matières organiques qui ont vertu à quand même pouvoir amener de l'azote, pouvoir développer les plantes. Si on gère bien l'eau, en fait, cette matière organique, et pour un peu qu'on a aussi, que les sols en question possèdent encore un petit peu d'argile, hein, soit des allophanes ou des kaolinites, enfin bon, qu'il y a des minéraux argileux, et qu'on apporte cette matière organique, on va pouvoir assez rapidement refaire ce complexe organo-minéral. Et ça, en fait, c'est la brique de départ. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, à reconstituer ça, c'est très compliqué je dirais, pas un peu, mais pour moi, c'est un peu mettre la charrue à l'avant des bœufs, quoi. Quand la personne parlait d'agriculture bio, et, avant de faire du bio, on va déjà voir, est-ce que les sols sont capables de supporter une agriculture vertueuse qui va fabriquer du sol et ça. Après, on se rend compte, quand on met les choses en place,
ça va assez vite. En quelques années, on voit les sols, en permaculture, tu vois, mais dès qu'on arrête l'érosion, on n'a plus les sols à nu, on crée un des gros sujets sur la canne à sucre, c'est qu'on est sur un modèle de monoculture. Là, tu parlais de plantes transformeurs, d'une certaine manière, on a ça aussi. Quand vous avez la même plante qui est tous les ans au même endroit, une C4 en plus, donc au niveau du régime de l'eau, il y a tout un sujet là-dessus, sur ça. Elle aussi, elle peut fonctionner avec pas forcément des grosses quantités d'eau. Pardon. Quand vous êtes en monoculture, pour réagrader les sols, c'est compliqué. Donc, dès qu'on commence à dire, bah, la canne à sucre, oui, je la garde, mais tiens, entre deux cannes à sucre, est-ce que je mets pas des cultures vivrières en rotation avec des fabacées, des choses comme ça? Progressivement, on peut commencer à diversifier le système et à créer des opportunités, je dirais, d'autonomie alimentaire. Et en fait, en quelques années, 5, 6 ans, vous pouvez déjà avoir vous voyez que les curseurs bougent très nettement. Ça va relativement vite. Je dis toujours, à notre échelle de temps, on trouve que ça va jamais assez vite, mais à l'échelle du vivant, quand on se met à faire les choses correctement, on respecte, ça va très très vite. C'est des échecs. Je repense au travail de Lucien Segui au Brésil et tout ça. Il montrait comment, sur des sols latérisés, parce que labour, monoculture, donc les sols complètement flingués, euh, couverts végétaux, diversité de plantes, etc. Et en quelques années, retour du carbone dans les sols, diminution de l'érosion, on retrouve une dynamique, je dirais, vertueuse. Donc, ça va relativement vite. En quelques années, on peut vraiment faire bouger les lignes. Il y a un truc, c'est que, enfin, comme vous, comme la plupart des gens ici, je partage la certitude qu'en fait, on peut faire ça. On peut reprendre les sols, on peut le refaire. Et en fait, nous, bah, on s'appelle Permaculture Réunion. La plupart des gens qui viennent vers nous ont envie de faire ça. Ils ont l'envie sincère de transformer leur champ, parfois des champs de canne, parfois d'autres choses, et d'aller vers quelque chose d'autre. Ce qui est compliqué. Enfin, je sais pas, moi j'ai fait le lien avec des interviews aussi de gens qui font la cité, de Jean Covici notamment, sur les énergies. Et en fait, quelque part, quand on utilise des énergies fossiles, on décuple les forces qu'on met en place et donc du coup les rendements aussi. Et le truc, c'est qu'on va demander à les gens de travailler de façon saine, de reprendre soin du sol, de reprendre soin de l'écosystème, de diversifier les cultures, donc d'avoir des systèmes de récolte qui sont plus complets, d'avoir des cycles qui sont plus complets, d'avoir une technicité qui est accrue pour concurrencer des gens qui, à côté, sont en monoculture avec tout ça en moins et qui, en plus, bénéficient de formes mécanisées, etc. Et des aides, Donc, en fait, et des aides. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je me rends compte que je dis la même chose que vous, c'est juste que vous êtes au même point et vous demandez comment on fait pour changer ça. Et je me pose la même question, et en fait, la seule solution dans ma tête, c'est la revalorisation, quelque part, des produits sains. Le formateur que moi j'ai eu et qui est parti chez Permaculture Réunion, il refusait le label bio. Et il disait, c'est pas à moi de mettre un label pour dire que je fais des choses bien, c'est aux autres de mettre un label pour dire qu'ils mettent des produits dans leur champ. Et du coup, il a fait un burn-out, il est parti, ça va marcher. Hein. Mais il y a un point de réflexion. Moi, si je peux, en fait, moi, je travaille sur un plan alimentaire territorial sur l'une des communes et dernièrement, il y avait encore cette semaine, en fait, plan régional de souveraineté alimentaire qui est géré au niveau de la préfecture. Et je discute régulièrement avec des personnes de la SAFER, de la Chambre d'agriculture. Moi-même, je ne suis pas agriculteur, je ne connais pas très bien ce milieu-là, mais ce que j'observe simplement en tant que réunionnais, c'est que c'est tabou d'envisager effectivement l'après-Cannes d'une certaine manière, et en même temps, il y a quand même une petite musique lancinante là sur le fait que avec le Mercosur, avec différents éléments, en fait, Tereos, s'il s'en va, en fait, c'est l'ensemble de la filière qui capote. En fait. Et donc, mais en même temps qu'on imagine la catastrophe sociale, écologique, économique, il est inenvisageable d'envisager un plan B d'une certaine manière. Il y a un verrouillage du système aujourd'hui, en fait, effectivement, et donc. Et ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'on ne pourra passer à autre chose que face à un accident ou un incident, en fait. Je vais ajouter un truc. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur
on va dire, un peu des think tanks européens, enfin, donc à Bruxelles, etc., dans une logique justement par rapport à l'agriculture, comment est-ce qu'on essaye de faire bouger les lignes, etc. Et j'en suis arrivé alors c'était super, hein, on échangeait plein de trucs, top, mais j'en suis arrivé à un constat, et puis voilà, mon métier fait que je vois beaucoup d'agriculteurs, je vois par exemple, on parle des subventions, je vois des bios qui se voient refuser des aides pour cultiver, puis à côté de ça, des modèles agricoles qui sont vraiment mauvais pour l'écosystème, mais qui, eux, captent toutes les aides. Donc, il y a clairement des trucs qui sont dysfonctionnels. Et quand je vois ce qui s'est passé en 2022, ce qui se passe en ce moment, j'en suis arrivé au constat, et là, quand tu vois, tu dis, bah, Tereos s'en va, bah, c'est toute la filière qui se casse la gueule, donc ça va être brutal et tout ça, mais bah, quelque part, derrière, il y aura aussi une opportunité qui sortira de ça pour l'île. J'ai un peu parfois ce sentiment, vous voyez, en 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, euh, là-bas, beaucoup d'engrais, de pesticides qui sont produits. Si je prends vers chez moi, autour de Dijon, où on a des grosses fermes céréalières, des trucs vraiment modèle agriculture intensive plein pot, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Printemps, je ne sais plus, l'envahissement, il a eu lieu en février, enfin bon truc comme ça, un peu avant la printemps. La tonne d'ammonitrate est passée de 200 et quelques euros à quasiment à 1000 euros la tonne. Le prix des semences a flambé, le prix des pesticides a flambé, le prix du GNR a flambé, et je me suis retrouvé, enfin, je me suis retrouvé, mais j'ai pu constater des fermes, Bourgogne, grosses fermes industrielles, où les gars ont fait le calcul, non, là, ça ne vaut pas le coup de semer les champs. On ne sort pas les tracteurs, on ne cultive pas, on ne produit pas. C'est-à-dire que les sols sont restés improductifs, des beaux sols agricoles, des beaux limons calcaires, ça. On n'a pas fait de blé, on n'a rien fait dessus parce que les mecs, ils ont fait un calcul comptable qui s'entend. Hein. Ils ont dit tout ça, c'est trop cher. Mon agriculture est basée sur les énergies fossiles. Là, je peux pas. Je suis pas. Bon, bah, même les aides m'aideront pas. Et à côté de ça, des agriculteurs, alors, bio ou pas forcément bio, mais qui ont ultra diversifié leur modèle agricole, avec des débouchés, des circuits courts, de la farine qui est produite localement pour un boulanger qui utilise quasiment toute la farine de cet agriculteur pour faire des pains qui sont vendus. Et eux, ils ont sorti les tracteurs et eux, ils ont semé. Parce qu'ils n'utilisent pas d'ammonitrate, ils s'en fichent, ils n'en ont pas besoin. Et en fait, d'un seul coup, je dis, mais le système qui est résilient, là, c'est lequel? Celui qui continue à nourrir, là. D'accord, ce gars-là, en bio ou pas en bio, il ne fait pas les rendements que l'autre est capable de faire. Mais n'empêche que cette année, malgré des conditions géopolitiques terribles, lui, il sème. Et lui, il produit pour l'autonomie de. Bon, là, c'est en métropole. Et là, il est en train, actuellement, on a le même problème qui se répète. C'est-à-dire qu'on voit avec les trois d'Ormuz, 30% des engrais de la planète qui circulent par là. Pareil, le pétrole qui vient pas, le GNR qui flambe. Et même chose, les agriculteurs qui sont en train des modèles intensifs qui sont en train de faire le calcul de est-ce que je fais des cultures de printemps cette année? Ouais, non, peut-être pas forcément. Ou alors, allez, je fais juste une cible, une culture intermédiaire à valeur énergétique pour alimenter un méthaniseur. Mais si vous voulez, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est peut-être ça qui va faire tomber le système. C'est qu'à un moment, on va dire, attendez, il faut qu'on bouffe quand même. Et donc, si ces modèles-là ne sont pas capables de résister à ces tensions géopolitiques qui, je pense, vont continuer à augmenter, malheureusement, et qu'on voit que c'est ces petites structures-là qui continuent, elles, et qui ont la résilience, et peut-être tristement, enfin, qui parfois, il faut aller le mur, et le problème, c'est qu'il y aura forcément, ça se fera dans la douleur aussi, quoi. C'est ça qui me dérange, alors que les solutions, effectivement, on les a toutes. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet sur. On n'est pas dans un cul-de-sac parce qu'on ne sait pas comment faire. On a toutes les solutions. Là, aujourd'hui, les vrais verrous, ils sont effectivement au niveau institutionnel, étatique, les lobbies qui veulent surtout pas perdre leur part de marché. Ça s'entend, c'est un modèle économique qui veut être défendu, mais qui ne sert pas le bien commun, clairement. Et qui arrivera. De toute façon, dis tout, il y avait Pimentel en 80, ça date, c'est 94, mais c'était un scientifique américain qui avait fait une étude, Jean Covici, je ne sais pas s'il en parle, mais ses travaux sont forcément inspirés de ça aussi. Lui, il avait fait le calcul, il avait étudié les différents modèles agricoles et la quantité d'énergie fossile nécessaire pour ces différents modèles agricoles. Et dans son étude, il montrait que, par exemple, tous les modèles hors sol, serre, ou tout ce qui est canal tout intensif avec les engrais, grosse mécanisation, etc., pour une calorie fossile, pour une calorie produite, c'est minimum 6 calories fossiles qui sont consommées.
pour aller jusqu'à 36-40 calories fossiles. Ces modèles-là, le jour où il n'y a plus de pétrole, ça ne marche pas. L'agriculture est par définition la seule activité humaine où normalement on produit plus d'énergie que ce qu'on a consommé, parce qu'on s'appuie sur la photosynthèse. Si on se débrouille. Si on se débrouille bien. Oui, non mais oui. Non, mais, bon, en tout cas, on arrive à être l'équilibre. Je rebondis juste pour peut-être ajouter que même si effectivement il faut le voir, même si le compartiment de la production vivrière perfusé on va dire, au pétrole, aux subventions et protégé par les lobbies, je refais le paysage, peut éventuellement, dans des situations comme on le vit actuellement, subir des coups de frein. Ça n'empêche pas que à côté, en parallèle, il nous faut à nous, entre guillemets, continuer de former, d'encourager, de soutenir, d'appuyer des gens sur les démarches, comme le dit Romain, pour que justement, le jour où ça s'accalonge, eh ben, il en reste quand même quelques-uns, avec des savoir-faire, avec la preuve que ça fonctionne. Et moi, j'irais juste plus loin, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on en connaît pas mal, qui sont dans le système traditionnel, ils ne sont pas idiots non plus, et en fait, ils sont déjà dans une forme de diversification, sauf que c'est pas, aujourd'hui, ça ne se voit pas, et ils ne le font pas parce qu'ils sont dans un système qui ne favorise pas ça, mais ils sont eux-mêmes déjà en train d'anticiper de toute façon. Donc, moi, je voulais juste partager une expérience parce que cette année-là, cette année, j'ai décidé d'enlever 3 hectares de canne à sucre. Merci. Pas facile. J'allais dire, je suis en train de fabriquer une forêt gourmande. Et c'est vrai que très vite, vous êtes confronté à la réalité parce que quand vous enlevez 3 hectares de canne, eh ben, vous êtes obligé tout de suite de dégrader votre sol parce qu'il faut enlever la canne, il faut le dessoucher. Ouais. Vous n'avez pas d'autre alternative, si ce n'est que faire recourir à une machine. Après, une fois que vous avez enlevé les cannes à sucre, vous travaillez avec les moyens que vous avez. En saison des pluies, vous voyez très vite, tout est parti déjà. Ouais. Et donc, la difficulté, c'est que même apporter de fumier, de compost, tout ça, c'est très, très compliqué en termes de charge de travail. Moi-même, je n'ai pas encore réussi en 2 ans à apporter de la matière organique parce que je n'ai pas le temps d'aller sur ce... et il n'y en a pas pour des quantités comme ça, en fait, souvent aussi. Exact. Et en plus de ça, parce que je pense qu'il y a une autre idée aussi qu'il faut intégrer, parce que quand vous intégrez des polycultures endémiques, arbres fruitiers longtemps et vivrières, vous participez un peu à l'intérêt général. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à des gens qui ont ces systèmes parce qu'ils tendent vers la séquestration de carbone, ce qui est un enjeu de société, qu'à un moment donné, on dit que ces gens-là, ils rendent service à la société, qu'il faut un système de compensation. Qui devrait être très bien. Tout à fait. Peut-être que ça va inciter, parce que j'ai regardé tous ces plans endémiques que j'ai mis, je me dis, est-ce que ces plans, ils sont utiles? Et dans les premières années, vous ne voyez pas l'intérêt. C'est des plantes qui sont là, qui occupent l'espace, et peut-être vous dites, bah, ils vont consommer, ils vont concurrencer les cultures, mais les vertus sont à long terme. Est-ce que quelqu'un qui est dans son champ, qui a des besoins immédiats en termes économiques, va tendre sur ces systèmes-là? Bon, moi, j'en ai pas besoin, j'ai une activité salariale, je fais ça en complémentarité de mon travail. Mais au départ, si on n'est pas dans cette motivation d'aller se faire plaisir, quelqu'un qui va à la plage, toi, tu vas dans ton champ pour tester des choses, sortir, on n'y va pas. Je suis obligé de rebondir sur ce sujet. En fait, je reprends aussi la question tout à l'heure. J'ai peut-être une idée. Vous me direz ce que vous en pensez. On a beaucoup de gens nous, qui viennent voir ceux qui s'intéressent à la permaculture, à l'agriculture
sur sol vivant, etc., c'est souvent des gens qui ont déjà un travail et qui ont déjà une situation et qui, du coup, essayent de faire bien. Et par contre, c'est parce qu'ils ont le temps. Et pour le coup, c'est pas possible de faire ça sur un terrain agricole sur 2 hectares en ayant un travail à part, parce que c'est un travail colossal, comme ça vient d'être dit. Et c'est très compliqué. Enfin, j'ai trouvé très très peu d'agriculteurs qui s'installent tout de suite avec, enfin, qui arrivent à vivre de ça en appliquant les principes les plus, on va dire, les plus vertueux. Parce que économiquement, c'est trop compliqué. Cette équation, elle est dure. Et en fait, en écoutant un peu les trucs, j'ai l'impression qu'on polarise un petit peu un modèle agricole de grande surface avec des monocultures avec l'agriculture paysanne de l'autre côté. Et pour avoir discuté, enfin, dans des discussions complètement comme ça, si on va essayer de dire à des grands décideurs ou à des gens qui parlent avec des grosses économies, oui, mais en fait, il faut compter sur la culture paysanne, ils vont regarder les chiffres et très souvent, ils vont dire, non, mais enfin, tu te rends compte du nombre de personnes qu'il y a à nourrir, tu te rends compte, enfin, ils vont ressortir des gros chiffres, etc. Et quelque part, appuyer sur le truc de bah, le modèle économique, il va pas tenir pour remplacer le truc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle économique intermédiaire à créer? Peut-être, est-ce que l'agriculture qui va répondre à ce truc-là, c'est pas un truc qui n'est pas de l'agriculture paysanne, qui est peut-être un peu plus structuré et un peu plus peut-être grand en termes de surface ou de moyens de produire, mais en même temps qui applique les pratiques, enfin du coup qui serait un espèce d'intermédiaire entre les deux. C'est pas un endroit où j'ai croisé beaucoup de monde. Il y a 2, 3 fermes où on a vu une dizaine de personnes s'associer et faire des choses, etc. Et dire, enfin, moi j'ai vu les 2 reportages où ils sortent tous un SMIC, etc. Mais encore une fois, on parle de gens qui viennent du tertiaire, qui avaient un métier avant, qui ont décidé une reconversion et qui avaient déjà un plan de vie. Pour des gens qui construisent leur vie, c'est compliqué de s'embarquer dans cette carrière-là à l'heure actuelle. Et c'est dommage parce que c'est le métier dont on a besoin. Voilà, je laisse la porte ouverte pour toutes les réactions. Je crois qu'on oui. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que dit madame, qui effectivement se dit si je séquestre carbone dans mes serres, dans mes sols, je me rends un service à la société. Donc ça se paye, mais effectivement, c'est ça, c'est la question du modèle économique. Aujourd'hui, quand même, l'argument qui est de dire, bah non, mais comment on fait autrement, l'argent ou les financements, il est évident que ce soit une activité subventionnée, puisque c'est quand même la base, c'est notre nourriture, donc il faut bien pouvoir réguler le fonctionnement agricole en l'aidant. Mais évidemment, tant qu'on va aider de l'agriculture, on ne contribue pas. Donc, quelques mots au service de quelqu'un qui séquestre le carbone dans ses sols, voilà comment ça se fait, en lien avec une activité vivrière de l'exploitation. Voilà, mais ça veut dire que ce grand saut, c'est quand même un grand saut politique. Oui, oui. Là, alors, ce que Romain dit là sur les tailles intermédiaires, enfin, en métropole, j'ai bossé pour des fermes qui sont, de par leur taille, ne peuvent pas être considérées comme des structures vivrières parce qu'ils produisent bien au-delà de ce que serait un modèle vivrier, qui ne sont pas non plus des superstructures et qui ont quand même des gars qui ont 60, 70 hectares. Il y a quand même un peu de mécanisation parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui, en termes de modèle économique, ça tient la route parce qu'il y a les bonnes filières, ils ont les bons réseaux de distribution, donc ça, économiquement, ça tient. Je pense que, moi, je dis, pour moi, les règles du jeu, les dés sont pipés. C'est ça qui est. Tu parles des subventions, mais complètement, les subventions. Aujourd'hui, on subventionne des modèles agricoles qui ne sont pas vertueux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. On reste sur le même modèle, mais au lieu de subventionner ça, on subventionne des modèles qui sont vertueux. Et puis, des modèles petits, certes, mais aussi des modèles de taille intermédiaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'agriculture, on ne va pas revenir à une agriculture avec les bras qu'il y avait comme autrefois. Je veux dire, on va rester avec une agriculture où le nombre d'agriculteurs va être petit, on ne viendra pas en arrière. Enfin, je ne crois pas pour l'instant, en tout cas. Donc ces agriculteurs-là, ce petit nombre, je pense qu'ils rendent un service, c'est plus qu'un service à la société. Une société ne peut pas vivre sans agriculteurs. C'est quand même grâce à eux qu'on se nourrit. Donc rien que ça, c'est un service énorme qui est rendu. Donc qu'ils soient subventionnés, aidés, moi, je suis plutôt parti. Mais aidons-les à mettre en place des choses vraiment vertueuses. Et là, c'est là où on sort à des intérêts qui disent bah non, non, parce que si vous faites ça, attendez, moi, je vends moins d'engrais, je vends moins. Et je pense que c'est là que mais la subvention en elle-même,
politiquement, si on voulait vraiment faire le switch, pas sûr que ce soit si compliqué que ça, parce qu'on a déjà plein d'exemples. En tout cas, en métropole, je ne connais pas suffisamment la Réunion, mais en métropole, pour avoir bossé avec que ce soit des éleveurs, des céréaliers, des maraîchers, des gars qui avaient des structures clairement économiquement viables, qui tournent bien, etc., et qui étaient, quand on regarde leurs pratiques, et ben, ça, purée, si tout le monde faisait ça, on démultiplie ça à l'échelle de la France, enfin, de la métropole. Super, allons-y. Et ils vous disent, ah oui, mais moi, là, par exemple, je suis venu voir la banque parce que j'ai besoin d'un matériel agricole d'une certaine taille, je ne veux pas quelque chose de trop gros pour pas tasser mes sols. Et puis, comme j'ai fait des haies et que j'ai des écartements entre mes parcelles qui sont relativement restreints, donc le tracteur dont j'ai besoin, c'est tant de chevaux, telle largeur de travail, donc une petite machine. La personne vient à la banque et on lui dit, ah oui, non, mais là, c'est pas assez cher. Vous demandez que 25 000 euros. Non, 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 dans ces enveloppes-là, c'est au minimum 50 000 euros. Personne dit, oui, mais moi, je n'ai pas besoin des 50 000 euros. Ah oui, ben non, on ne peut pas vous subventionner ça. On ne peut pas vous aider sur. Donc la personne me dit, bah, du coup, je fais non. Il faut que je sorte les 25 000 euros de ma poche. Et c'est des trucs comme ça, c'est des petits leviers aussi bêtes que ça. Si les banques, par exemple, on change, et c'est pour ça que je dis que les règles du jeu sont bipées. Quand on se lance aussi, on doit mettre propre son terrain. Ça, c'est une réalité. Et, Ouais, ouais. J'aurais une question, juste pour rebondir. Oui. Tout à l'heure, et c'est justement, je trouve qu'on cristallise parfois les débats sur les sujets et que la Réunion, sur notre territoire, on a la chance d'avoir des mécanismes en fait d'aide qui sont très différents de la partie métropolitaine. Et tout ce que vous dites tout à l'heure, la partie plantation de haies, agriculture biologique, etc., et aider sur des maquettes qu'on appelle du FEADER, sur lequel en plus on a des mécanismes de transition en fait de petites exploitations qui sont pas du tout encore rentables avec du coup un projet petit matériel, etc. Super. Et on est sur des parties d'aide qui sont à 80 voire 100% confondables de celui qui s'installe, qui est du coup rare. Petit matériel, semences, voilà, petite élimination, etc. C'est aidé, enfin, c'est mal connu. Du coup, ça existe, ça fait déjà 10 ans. Enfin, c'est la deuxième maquette qui s'arrête en 2027. Vraiment, on peut voir ça parce que même les haies, en fait, c'est des additions de la maladie qui sont monnaires. tout ce qui est MAEC. Et après, l'autre chance, c'est que quand même, aujourd'hui, on a 30 000 hectares exploités, on a même 12 000 hectares de friches. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faut pas côté aussi intéressant. Justement, sur ces questions de friches, on est sur des problèmes politiques très graves, parce que toutes ces friches de l'Ouest, qui sont très productives parce qu'elle a des altitudes intermédiaires intéressantes. On ne sait pas par quel on prend. C'est du foncier morcelé, des parcelles pas larges, si on a une vision parfois. Pareil, le code rural permet depuis moins de 5 ans en fait, de faire rentrer dans les procédures de préramping. La procédure Terrainculte, c'est quand même à La Réunion, le seul territoire à la main, les gens qui le font. Mais à La Réunion, c'est le seul endroit où c'est du coup possible et mis en œuvre à la collectivité. Partout ailleurs, le droit de propriété est celui qui prime. À La Réunion, on a quand même étudié jusqu'à des expropriations de personnes qui ne voulaient pas du coup cultiver, parce qu'on a l'intérêt général de l'étroitesse du territoire et de la nécessité de rendre à l'intérêt collectif et de la production. Donc vous avez des enquêtes publiques. Et en fait, vous pouvez en être le département qui redonne la petite affaire en fait. Tous les ans, vous avez des communes qui sont en enquête publique sur lesquelles on peut participer du coup, par le recensement. Pour faire progresser du coup cette procédure Terrainculte. Donc on a vraiment des outils et fonciers qui restent libres et même dans les bas. En fait, un des enjeux quand même de l'agriculture réunionnaise, c'est qu'on a plus d'un tiers depuis 60 ans avec le chef d'exploitant depuis 60 ans, donc il y a aussi quelque chose à faire. C'est pas que la partie institutionnelle, même si effectivement c'est pas facile, c'est pas forcément facilité, etc. Mais il y a des leviers en fait qu'on prend dehors. Non, c'est pas la partie institutionnelle, la partie financement institution publique, comment dire, collectivité, mais sur la difficulté d'un petit monde dans un entre-soi à ne pas accepter de revoir complètement le système. C'est la solution. Après, il y a effectivement des mécanismes qui existent. Nous, à Trois-Bassins, on vient de faire avec la SAFER tout l'inventaire foncier et
on a tout l'inventaire des biens vacants sans maître. Effectivement, il y a un aspect politique pour essayer de récupérer ça et de le mettre à contribution. Effectivement. Après, sur les fonds FEADER et Leader, il y a eu aussi des gros couacs sur simplement de l'avance de trésorerie et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est toutes ces petites difficultés parfois où, en fait, on se rend compte que c'est pas toujours aidant et facile, mais les systèmes existent effectivement, en fait. Oui, j'avais une question un petit peu différente, mais on a une question un peu, des remarques un peu intenses. Emmanuel ou même les autres intervenants, est-ce que vous pensez de l'affaire on va dire, tout le monde connaît, des bassines en métropole, autrement dit, est-ce que c'est lié à cette agriculture industrielle et plus généralement, bon, le sol, évidemment, on en a impérativement besoin, mais l'eau, j'ai pas besoin d'y insister. On a beau être sur l'île tropicale, peut-être un jour, et on voit des sécheresses même dans l'Est, par exemple. Mais donc, au point de vue, on peut avoir un peu plus sur cette histoire de bassines. Alors, de gérer l'eau, en fait, bon, on a un climat qui peut, effectivement, là, tu me dis, on est déjà En pré-sécheresse. en pré-sécheresse. Donc, j'entends l'idée de se dire, on n'a pas d'eau, on est en pré-sécheresse, quand il va pleuvoir, on va stocker l'eau. Le gros problème, c'est qu'à partir du moment où vous stockez l'eau à ciel ouvert, hein, une bassine, je fais un lac, je stocke l'eau en surface. Déjà en métropole, sur les grandes bassines, ouais, on a déjà des pertes par évaporation, 20-30%. Et quand on est en partie estivale avec des canicules, on va avoir des pertes qui grimpent encore. Ça, c'est en métropole, on a quand même partie hivernale, voilà. Dans des climats comme ça, l'évapotranspiration, l'évaporation de cette stockée, il y a quand même quelque chose d'un peu aberrant. C'est qu'on va stocker, je sais pas, on va peut-être perdre 60-50% de ce qu'on a stocké juste parce que ça repart dans l'atmosphère. Ce qui reste quand même le meilleur stockage d'eau dans les écosystèmes, c'est les nappes phréatiques. C'est l'eau qui s'infiltre et qui est stockée dans les sols. Ou dans les. Voir, c'est les plantes. Voir dans les plantes, dans les organismes vivants, tout à fait. Mais je veux dire, une eau qui réussit à rejoindre la nappe phréatique, et pour ça, il faut qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait de la vie au-dessus. Mais cette eau-là, une fois qu'elle est dans la nappe phréatique, elle est à température constante, et à moins qu'on la pompe, mais elle est vraiment stockée de manière noble. Et c'est le travers de la bassine, c'est qu'en fait, derrière, je vais vous prendre là en métropole, moi j'ai vu des bassines, travailler avec des gars qui sont des agriculteurs qui, eux, sont. Pour le coup, ces bassines servent surtout dans les Deux-Sèvres là, pour du maïs. Voilà. Oui. Les mecs m'expliquent, et là je dis pareil, mais c'est aberrant, c'est-à-dire qu'ils ont des eaux qui, peut-être que vous avez vu un petit peu, mais en métropole, là, il y a quand même un gros sujet sur sur la qualité des eaux souterraines, quand même, hein, en termes de nitrates, de pesticides, etc. On a donc ces eaux qui sont pompées dans les nappes en hiver, parce que là, les nappes surchargent, donc ce n'est pas de l'eau qu'on soustrait au système, qui est encore de manière assez biaisée de voir la chose. On stocke ça dans les bassines. Les températures remontent, vous avez des blooms d'algues qui se font dans les bassines, et dans ces bassines, vous avez des systèmes il faut imaginer un peu comme une pompe de piscine, qui permettent de pomper l'eau et d'envoyer ça dans les gros systèmes d'irrigation. Moi, j'ai des mecs qui m'ont quand même expliqué que régulièrement, ils sont obligés d'envoyer des robots, voire des hommes grenouilles, quand le robot n'arrive plus à faire le boulot, pour aller curer la pompe, parce qu'il y a tellement d'algues que quand ça bloque le système de pompe, voire si l'eau passe quand même, ça bloque les bulles d'aspersion. Non, attendez, là, c'est problématique. Là. Une eau qui est dans la nappe phréatique qui est avec de l'azote, c'est pas idéal. Mais comme elle est dans le noir, il ne se passe rien. Il n'y a pas de développement d'algues, il n'y a pas de. Donc quand on va la pomper, on peut l'utiliser. Dès qu'on met cette eau à la lumière, dans les conditions un peu chaudes, ici à La Réunion, pour un peu que les eaux soient chargées ou quoi que ce soit,
Voilà, donc j'entends l'idée de stocker l'eau, mais essayons de faire. Ou alors, vous avez l'idée brillante qui a été faite sur l'île de Madère, si je ne dis pas de bêtises. Des petits cadeaux. Alors, ils sont inspirés de ça, mais ils ont fait un modèle. Donc, il n'y a pas d'eau là-bas, et l'énergie, c'est un problème. Et ils ont réussi dans la montagne à creuser un réservoir vraiment colossal. Et via les petits canaux, tout ça, à chaque fois qu'il pleut, en fait, ils récupèrent cette eau-là. Et comme c'est dans la montagne, il y a un phénomène de chute et ils utilisent cette eau la nuit pour la faire tomber violemment, alimenter des grosses turbines, hein, faire de l'électricité. Et ces turbines, elles servent, parce que là-bas, il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de vent, donc ils ont beaucoup d'éoliennes qui tournent plein pot, sauf que la nuit, il n'y a plus de vent. Donc il faut donc l'électricité avec le tourisme et tout ça, la nuit, il y a besoin d'électricité. Donc la journée, les éoliennes qui produisent d'énergie servent à alimenter les pompes qui remontent l'eau dans le bassin en hauteur, d'accord? Et la nuit, ils font la chute d'eau, ça donne de l'électricité pour le système. Derrière, la réflexion qu'il y a eu derrière ça, les mecs se sont dit, ah mais l'eau, si on la stocke à l'air, on va perdre trop d'eau et ça. Donc il y a une logique de la stocker presque comme dans une nappe perchée. Et là, le système, il fonctionne super bien. À chaque fois qu'il pleut, il récupère toutes les eaux qu'il peut. Et là, je dirais, la démarche, elle est vertueuse. Et bien sûr, ça a coûté de l'argent, et moi, je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à dire, trouvons les moyens d'infiltrer les eaux au maximum, hein, plutôt que de, parce que la bassine, et puis il faut voir le plastique qu'il y a derrière. Enfin, Et si on infiltre, c'est pour le bien commun. et voilà, on est d'accord. En plus, il n'y a pas une séquestration de la ressource pour quelques... Alors, je propose, merci, s'il y a encore une ou deux questions sur les sols, on ne va pas demander la culture. Moi, j'ai une question qui change un peu le sujet, mais donc à La Réunion, on a une île très jeune, et du coup, majoritairement faite de roches de basalte. Et cette roche de basalte est considérée un intrant dans des cultures, par exemple au Brésil, Amérique latine. Et comment nous, on peut utiliser cet avantage-là, d'avoir cette ressource à disponibilité pour, je ne sais pas, alimenter la fertilité du sol. C'est mon tour. Très bonne question. On en a parlé d'ailleurs pendant les 2 jours de formation. Ce qui est intéressant sur les roches volcaniques, effectivement, le basalte, c'est que quand elles sont suffisamment fines, les roches volcaniques, elles ne sont pas des roches, les géologues parlent aussi de verre. Verre au sens, parce que quand on les regarde au microscope, elles sont irisées comme du verre. Voilà. Et du coup, ça les rend particulièrement sensibles, fragiles aux attaques d'acide organique. C'est pour ça que sur les sols volcaniques, on va avoir des fabrications de sols qui se font relativement. Donc, quand vous avez la possibilité, on l'a vu pendant la formation, on avait une personne de pépinière qui est venue avec des substrats de pépinière dans lesquels elle utilisait des scories, hein, donc des sables comme ça, fin volcanique. Et là, il y a une vraie opportunité agronomique, parce que c'est surtout sur les fractions relativement fines. Parce que quand on les regarde au microscope, souvent, c'est des matériaux assez poreux, beaucoup de microporosité dedans. Donc, si on se positionne sur l'aspect plus microbien, c'est bourré de micro-habitats pour les champignons, pour les micro-organismes. Il y a des biofilms qui peuvent se faire à l'intérieur. Comme c'est poreux, c'est capable aussi de tenir de l'eau, de garder une certaine humidité. Et quand ça va se dégrader, ça va en plus fabriquer des différents minéraux argileux. Donc là, il y a clairement une opportunité d'aller chercher, d'utiliser ça. Alors après, il faut le faire de manière raisonnée. Il ne faut pas non plus aller piller. Mais voilà. Non. Mais par contre, c'est vrai que c'est pertinent à l'échelle de l'île de se dire, on parlait du calcaire, par exemple. Effectivement, il n'y a pas de calcaire dans la gestion des pH. Si j'utilise ces sables volcaniques, ces scories, dedans, j'ai un petit peu de calcium, il y a un petit peu de phosphore, il y a du magnésium, il y a des oligo-éléments qui sont présents. Donc, et vous le dites justement, cette même ressource, ailleurs dans le monde, les gens sont prêts à payer relativement cher pour en mettre dans leur parcelle parce qu'il y a des vraies valorisations agronomiques. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a à la fois le volet biologique, j'ai dit les biofilms, des choses comme ça, et ça, c'est vraiment pertinent. Et en plus, c'est une roche qui, quand elle est déjà bien fragmentée,
dès que les racines, comme il y a de la porosité, vous allez avoir les racines qui vont aller. Ça vous est peut-être déjà arrivé de dépoter des plantes qui sont avec des sabres de scorie et comme ça, et vous voyez les racines, la pierre est comme collée à la racine. En fait, la racine est rentrée. Et voilà. Et donc, à l'intérieur, si on pouvait se miniaturiser et rentrer, on verrait qu'à l'interface de la racine et du sable, du basalte, du sable de basalte, on a des précurseurs d'argile qui sont formés parce qu'on a des acides organiques. Et les acides organiques, le but de la plante, c'est quoi? C'est d'aller chercher tous les oligo-éléments qu'il y a là-dedans. Mais quand on regarde la composition minéralogique de ces roches-là, les roches en général sur la planète, les atomes les plus abondants, c'est quoi? C'est l'oxygène, c'est la silice, c'est le fer, c'est l'aluminium, si je me contente de ces quatre-là. Les plantes ont besoin de fer, d'aluminium aussi, et d'un peu de silice. Mais les quantités dont elles ont besoin de ces trois éléments, c'est très faible par rapport à tout ce qu'il y a dans les roches. Donc quand elles vont dissoudre la roche, elles vont prélever un peu de silice, d'aluminium, de fer, plus tous les éléments qui les intéressent, mais derrière, elles vont laisser dans la solution du sol à l'échelle microscopique beaucoup de silice, beaucoup de fer, beaucoup d'aluminium. Et quand vous avez ces atomes en forte quantité dans la solution du sol, à une échelle vraiment microscopique, ils vont se réorganiser et vont commencer à fabriquer soit des allophanes, des minéraux argileux amorphes, soit, si ce mécanisme a eu lieu il y a très longtemps, on va avoir des formations de kaolinite, voire même parfois de on appelle des argiles cristallines. Ça va s'organiser en feuillet. Et ça, en fait, le fait de fabriquer ces argiles, à partir du moment où ces formes minérales arrivent dans les sols, on a ce qu'on peut qualifier d'argile, de minéraux argileux, ces minéraux sont capables de s'attacher avec les matières organiques, avec les humus. Ils vont être capables de former des complexes organo-minéraux, on va employer le terme complexe argilo-humique. À La Réunion, c'est pas que j'aime pas le terme, mais c'est que voilà, donc on va dire organo-minéral. Or, si on devait prendre la brique la plus petite qui définirait un sol vivant, un sol fertile, un sol au sens noble parce qu'il est capable d'abriter de la vie et faire pousser, c'est un milieu qui est la somme du monde organique et du monde minéral. Et donc, de ce point de vue-là, là, il y a une opportunité à utiliser. Mais il faut que ce soit déjà bien dégradé. Si c'est du gros bloc et tout, en gros, du sable. Voilà. Clairement, les sables sont hyper intéressants. Et pour faire le lien avec la mycorhization, est-ce qu'il y a un lien du coup avec la mycorhization? Est-ce que ça favorise la mycorhization de quoi le minéral? Le sable de scorie, là? Ou est-ce que c'est juste la fédération organique? Je ne pourrais pas te répondre. C'est que les champignons ont une particularité, enfin une capacité dissoudre les éléments minéraux pour apporter des choses qui sont accessibles aux plantes. D'ailleurs, quand tu disais la plante, par sa racine, tient ce petit bout de scorie, je me posais la question de savoir c'est des au contact exact de la racine de la plante et du scorie, s'il n'y a pas un champignon. Ah oui, bien sûr. Faire un truc, ce ne serait pas déconnant. Mais de toute façon, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que j'ai le droit de faire 2 rebonds? Vas-y, parce que je pense que ça va être les derniers. Voilà. Je rebondis sur. Continuer à discuter sous la marron avec un petit rafraîchissement. Ce que disait Madame tout à l'heure, j'ai trouvé très intéressant l'intervention très courte, mais très dense. Et je ne savais pas tout ça, par exemple. Et pour répondre à monsieur tout à l'heure, et donc du coup, faire le lien, c'est que qu'est-ce qui nous manque un peu pour faire le switch, pas forcément éradiquer totalement la canne, on en a déjà parlé, mais modifier ou métamorphoser un petit peu le paysage globalement des productions vivrières à La Réunion pour une autonomie alimentaire un peu plus grande. Je pense que on a tout ce qu'il faut, on a toutes les méthodes. Je connais quelques personnes dans l'Assemblée qui pratiquent déjà la permaculture, syntropie, les pratiques de compostage, et des choses diverses et variées. Il nous manque peut-être quelques itinéraires techniques de transformation des parcelles et qui ne sont pas forcément accessibles ni au niveau de la Chambre d'agriculture, ni au niveau des lycées agricoles en enseignement auprès des jeunes installants. Et aussi, je pense qu'on n'a pas régulièrement à l'écoute en conférence ou à la télé ou à la radio des interventions comme ce que présente Madame pour
accès aux parcelles en indivision, par exemple, je trouve ça croustillant, et puis également les aides pour les primo-installants. Et ensuite, dernier rebond, enfin, ça c'était mon premier rebond. Sur l'expérience que nous a partagée monsieur tout à l'heure sur sa parcelle de calme qu'il a transformé, la première année, c'est le désert, c'est le vide, et qu'est-ce que je mets dessus? Là, je pense qu'effectivement, pour revenir sur les itinéraires de transition des parcelles, je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment de plantes à La Réunion pour faire énormément de choses. Et on peut tout à fait s'appuyer sur des espèces exotiques qui sont particulièrement coriaces, robustes, compétitives et à croissance rapide, et capables de s'implanter sur des sols qui sont, ma foi, plutôt un peu cassés, un peu abîmés. Je pense notamment les brèdes, les brèdes paillétaires ou des choses comme ça, Marantus notamment, pour citer les plus coriaces. Et qu'on pourrait imaginer, alors moi je ne suis pas agronome ni spécialiste en ITP, mais avoir une accessibilité à des quantités de semences, parce que ça en produit énormément, en grande quantité, pour pouvoir faner sur ces terrains-là la première année, pour protéger le sol, le temps qu'on puisse réinstaller quelque chose, tout en proposant un engrais vert à faucher pour réamender et ensuite lancer quelque chose. Voilà, c'était J'avais remercié vivement les intervenants, c'était vraiment très intéressant. Merci au public aussi, parce qu'on a eu des questions, des super échanges. L'intervention de madame, notamment, ça a permis aussi d'enrichir, d'apporter des informations qui n'étaient pas forcément partagées pour le moment. Mais tant mieux si ça a permis tout ça, en disant que il y aura l'issue. C'est bon, hein. On travaille là depuis des mois et des années. On va continuer à faire des choses dans ce sens-là. Merci à tous.